Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Quand on les a pas encore finis et même quand on les a pas encore commencés, si je précise. Bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio jusqu'à 19h. C'est l'heure de la récolte, les vendanges de vos débats polémiques et politiques tous les soirs sur Sud Radio avec vous tous qui nous écoutez au 0826 300 300. On va débattre de beaucoup de choses aujourd'hui, vous verrez, parfois de choses légères, de musique, parfois de choses plus graves, sécurité et immigration aussi. Pour débattre avec nous, nos trois vraies voix du jour que je vous présente avec plaisir. On a retrouvé Corinne Tapiero. Comment ça va, Corinne? Ça va et vous? Bonjour. Mais ça va très bien, on est toujours ravis de vous retrouver. Conseillère d'arrondissement à Paris, présidente de l'Observatoire des parents et de l'école des vacances que vous avez prévu un moment de partir? Non, pas maintenant, je partirai quand tout le monde sera rentré. Et vous avez raison, vous faites un peu ce qu'on dit quand on prend la route les jours de chasse et croisée, on roulera la nuit quand les cons y dorment, par exemple. Bon, vous avez raison de faire ça, vous profitez comme ça de votre ville sans qu'il y ait personne d'autre. Vous entendez rigoler aussi Mathieu Hoc avec nous. Bonjour à vous Mathieu, bonsoir. Bonjour Marie, bonsoir. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du think tank Le Millénaire. Comment le présentons en quelques mots, le think tank Le Millénaire? Think tank indépendant, gaulliste, qui a une vision réformatrice et de grandeur pour la France. Et ben voilà, en tout cas, ça permet de vous situer, comme ça permet de situer notre ami Jean-Luc Benamias en duplex du Sud-Est sur Sud Radio. Bonsoir à vous Jean-Luc. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à vous également sur Sud Radio, membre de la Ligue des droits de l'homme. Vous êtes en duplex vidéo d'ailleurs et c'est tout drôle parce que vous avez un fond bleu. On a l'impression que vous nous parlez depuis un aquarium. Alors essayez de pas faire... Non, je suis dans ma maison secondaire car j'ai une maison secondaire dans la Drôme et cette maison est totalement en bois. Écoutez, voilà. C'est magnifique en tout cas. Vous êtes tout bleu, sachez-le. On va débattre. Il y a un tableau derrière. Bon, c'est pas grave. Ouais, l'arrière-plan est assez proche. L'arrière-plan est assez proche en tout cas. On va débattre avec vous tous, je le disais, sur Sud Radio, d'abord de ce qui se passe en Pologne, puisque le Premier ministre eurosceptique va demander un référendum, demander aux Polonais par référendum s'ils approuvent la politique migratoire européenne et s'ils sont prêts à accueillir en Pologne, comme dans tous les autres pays, des migrants. On va en parler. Est-ce que vous voudriez faire la même chose en France ou pas d'ailleurs? Vous êtes tous les bienvenus, 0826 300 300. Et puis une heure après, à 18h30, on va essayer de se détendre un petit peu en vous posant une question. Printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Marine a plongé. Personne n'est obligé d'être fan, c'est une démocratie la France. En revanche, est-ce que c'est de droite? Première question, on reviendra sur la polémique lancée par la chanteuse Juliette Armanet qui a parlé d'une chanson sectaire de droite néocolonialiste. Il n'y a rien qui va, je cite la chanteuse, ça lui plaît pas du tout, une musique immonde. Et on va vous poser une question un petit peu plus sérieuse et en même temps très légère. Est-ce qu'on peut aimer un chanteur de droite quand on est de gauche et un chanteur de gauche quand on est de droite? Ça vaut aussi pour les chanteuses, évidemment. Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. On va en parler avec vous. On accueille aussi notre vraie voix du jour au 0826 300 300, direction la Haute-Vienne, à Limoges, je crois, avec Benoît. Bonjour à vous, Benoît. Bonjour à vous. Oui, c'est ça, Limoges. Bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous accompagner, que vous nous accompagniez plutôt jusqu'à 19h. Ravi de vous accompagner également. Mais écoutez, c'est super. Vous êtes le bienvenu. Vous avez remarqué que Gérard Klein était dans votre région en ce moment. Gérard Klein qu'on trouve sur les routes de l'été tous les jours de 10h à midi. Il était en Corrèze aujourd'hui. C'est une belle région. Il se rapproche. Mais écoutez, si jamais vous voyez passer une déesse jaune, une vraie déesse de l'ancien temps, mais toute jaune avec marqué Gérard rêve encore, vous pouvez faire du stop. Il vous prendra sûrement en route. Il restera dans la Corrèze demain depuis le musée Jacques Chirac. Qu'est-ce qui vous fait réagir à l'actualité? Oui, Jean-Luc Benamias. Oui, Jean-Luc Benamias, vous disiez? Une DS21. Exactement, une DS21. Merci pour le modèle. Tiens, Benoît, qu'est-ce qui vous fait réagir justement cette question qu'on se pose? Est-ce que vous voudriez un référendum comme en Pologne sur la politique migratoire en France? Est-ce que vous voudriez la même chose ou pas, Benoît? Alors moi, je rêve de référendum, mais certainement pas sur l'immigration. Sur quoi vous rêveriez un référendum, par exemple? Déjà, j'aurais beaucoup aimé un référendum sur les retraites, par exemple. Par exemple, je pense qu'il y a tout un tas de sur par exemple le prix de l'énergie. Je pense qu'il y a tout un tas de référendums qu'on pourrait faire bien plus intéressants et bien plus constructifs que celui sur l'immigration. Et je pense que la Pologne n'est pas forcément toujours un bon exemple à suivre. Écoutez, si vous voyez à distance sur le YouTube ou le Facebook Live de Sud Radio le sourire de Jean-Luc Benamias, vous sauriez
sauriez qu'il est fort aise de vos premiers propos liminaires. On va y revenir avec vous, mon cher Benoît. Tout le monde a la parole sur Sud Radio, quelles que soient ses opinions. C'est justement ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on essaye de débattre. Ce sur quoi on essaye de débattre, si j'essaie de le dire en bon français. Vous écoutez Sud Radio, il est 17h09. Tout de suite, je vous propose qu'on fasse le tour des actualités qui ont retenu l'attention de nos vraies voix. On va commencer avec vous, ma chère Corinne. On en a beaucoup parlé cette semaine. Les médecins, oui, les arrêts de maladie, les convocations par les caisses nationales d'assurance maladie. Est-ce qu'il est normal de convoquer des médecins qui donnent en moyenne plus d'arrêts de maladie que leurs confrères ? Pour moi, je pense que ça n'est pas normal parce que tout dépend de la patientèle qu'ils ont et des pathologies qu'elles recouvrent. En revanche, ce qu'on comprend bien, c'est que le quoi qu'il en coûte, aujourd'hui, il se paye cash. Il se paye cash tant du côté des patients que du côté des médecins. Du côté des patients, avec l'augmentation de 50 centimes la ligne sur l'ordonnance de médicaments, donc ce qui augmente le coût de la médecine, qui ne sont pas pris en charge par les mutuelles. Ensuite, de quoi nous avons les médecins dont la consultation ne dépasse pas, et je parle surtout des médecins généralistes, ce qui est un vrai drame, ne dépasse pas 25 €. Donc je voudrais juste rappeler, je ne sais pas si vous avez tous dû aller chez le médecin, vous avez rendez-vous à 16h, à 16h30, 16h40, 16h50, vous êtes encore là, 17h, vous êtes encore là parce que le patient d'avant a pris un temps fou. Toujours venir avec sa lecture ou alors un câble de recharge. Mais si on rapproche par exemple le taux horaire d'un plombier que j'admire beaucoup parce qu'ils sont très utiles, surtout quand on est très embêté. Et on est très content qu'ils arrivent vite. On est très content de les voir arriver. C'est eux, ils sont entre 40 et 70 € de l'heure, ce qui monte un peu plus dans les grandes villes. Donc c'est quand pour même... vous, les médecins sont trop mal payés. Moi, je pense premier point, ils sont trop mal payés. Deuxième point, la sanction sur les arrêts de maladie. C'est une sanction qui est injuste parce qu'un médecin qui prescrit un arrêt de maladie, en général, il ne le fait pas par complaisance. Enfin, peut-être qu'il y en a quelques-uns, comme dans toutes les professions, quelques brebis galeuses. Mais si c'est juste pour faire des économies d'énergie, c'est très inquiétant. D'énergie, n'importe quoi. Des économies tout court. Des économies de sécurité sociale, c'est vraiment très dommage. On doit noter aussi que sur ce temps très peu payé, ils passent beaucoup de temps, ils sont disponibles à tout moment, ils sont contactés par les patients à tout moment pour un problème temporaire qui intervient au cours d'un traitement, la lecture d'un résultat d'analyse. Et ils sont aussi envahis de paperasse. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement dommage. Ça fait beaucoup. D'autant que, par exemple, la formidable invention de Doctolib fait qu'ils ont beaucoup de plages horaires qui se trouvent libérées parce que les patients ne viennent pas. Et la chose suivante qui est extrêmement injuste vis-à-vis de ces médecins généralistes, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a une crise dans les urgences hospitalières, on les réquisitionne pour faire un métier qui n'est pas le leur. On va y revenir. Donc, justement, il y a une grève, notamment dans certains secteurs. On se pose la question de savoir quel type de santé, qu'est-ce qu'on veut comme santé en France et comment on va traiter nos médecins. Alors, comment on traite nos médecins généralistes ? Est-ce que c'est normal de les convoquer quand certains d'entre eux, Mathieu Hoc, donnent plus en moyenne, ce sont des chiffres pour l'instant, davantage d'arrêts de travail que leurs confrères ? Il faut faire attention en fait à ce type de raisonnement effectivement où en fait la moyenne va un peu masquer un certain nombre de réalités en termes de bassin de vie et d'inégalités territoriales d'accès aux soins, notamment sur les consultations médicales. Moi par contre, je suis en accord avec la plupart des revendications de la médecine de ville, notamment sur les aspects comme vous l'avez rappelé de paperasse et les conditions aussi donc matérielles d'exercice, l'insécurité, etc. Mais aussi les conditions de travail immatérielles, c'est-à-dire tout ce qui est crise des vocations, etc. En revanche, je suis moins d'accord avec ce que vous dites sur la partie financement des consultations des médecins pour la simple et bonne raison que aujourd'hui la branche maladie de la sécurité sociale c'est 5 milliards d'euros de déficit, c'est un déficit qui est structurel et on peut pas dire aux médecins d'une part on vous garantit un revenu par la sécurité sociale parce que c'est le cas aujourd'hui et d'un autre côté vous pouvez ensuite vous pourriez avoir une sorte de libéralisation, une sorte de libéralisation du prix de vos consultations. Donc là-dessus, je trouve que ça va plutôt dans le mauvais sens de le formuler de cette manière-là. Et puis le dernier point que je vois sur la question des
téléconsultation médicale, c'est sur sur ce que vous avez dit par rapport au fait que les médecins prescriveraient des arrêts de travail. Là-dessus, je pense qu'il faut renforcer les contrôles. Pourquoi ? Mais c'est ce que fait l'assurance maladie. C'est ce que fait l'assurance maladie. C'est vrai que je suis d'accord avec ce que fait l'assurance maladie. Ce qui est important de dire quand même, c'est que quand on parle de milliers de convocations de médecins, on ne parle pas de sanctions pour le coup. Ce sont des convocations de médecins qui convoquent les malades, d'accord, mais voilà. Notamment peut-être sur un point, c'est tout ce qui est lié à la téléconsultation. On sait qu'il y a beaucoup de la téléconsultation, on va dire, accentue le risque de fraude et notamment le risque de prescrire des arrêts de travail qui sont bien souvent un peu abusifs. Vous êtes sceptique là-dessus ? Tiens, on entend sursauter Jean-Luc Benamias en quelques mots. Non, mais je sursaute parce que, bon, c'est vrai que c'est un débat qui a été porté par les syndicats de médecins généralistes qui ont manifesté il y a quelques semaines ou quelques mois de manière assez nombreuse. Tous les médecins généralistes ne sont pas dans le même cas, hein. Non, très loin. On l'a dit 15 fois. Il y a, selon la situation dans laquelle on se trouve, le territoire dans lequel on se trouve, les choses sont évidemment extrêmement différentes. Ok, allez. 25 €, si c'est sur une consultation de 1 heure, c'est ridicule. Oui. Toutes les consultations ne durent pas 1 heure, loin de là. Je prends un exemple. À la rentrée scolaire, on demande à tous les enfants, tu connais ça, Corinne, en tant que représentante de parents d'élèves, d'avoir l'autorisation médicale du médecin pour faire de la gymnastique. Ça prend à peu près 1 minute 30 à 2 minutes par personne qui vont venir. C'est un exemple, c'est un contre-exemple. Vous savez quoi, on va en reparler justement avec vous tous, et notamment vous, Jean-Luc. Oui, pardon. On va en reparler justement dans 1 heure de la situation de la santé française, comment on traite nos médecins et comment on traite aussi nos services d'urgence, puisqu'il y a d'autres mouvements et d'autres questions qui se posent en ce moment, donc restez avec nous. Mais avant ça, j'aimerais qu'on se retrouve dans quelques instants pour parler d'un arrêt de maladie dont la France se serait bien passée. C'est celui de Romain Ntamak, le Toulousain du 15 de France, qui a déclaré forfait malheureusement pour nous tous, pour la Coupe du Monde que vous vivrez dans quelques semaines sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Comment le 15 de France peut se passer de Romain Ntamak, on en parle dans un instant avec une légende et un visionnaire. Je vous en dis pas plus, vous les devinerez dans un instant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Nous sommes toujours avec Corinne Tapiro, Mathieu Hoc, Jean-Luc Benamias, Benoît au 0826 300 300 depuis Limoges. Et puis je le disais, 2 personnes qu'on est ravis d'accueillir. Je parlais d'une légende et d'un visionnaire. Bon, la légende, c'est notre voix du rugby sur Sud Radio, Daniel Herrero. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie, amis de Sud Radio, bonsoir. On est toujours ravis de vous retrouver, même quand c'est pour nous confirmer des mauvaises nouvelles. Nous sommes également, et malheureusement pour nous, avec un visionnaire. Bonsoir Alexandre Priam. Bonsoir à tous, salut Jean-Marie. Pourquoi visionnaire justement ? Eh bien parce que vendredi matin, dans le Grand Matin Sud Radio, juste avant ce France-Écosse, chez Benjamin Glaise, visionnaire malgré vous, vous avez déclaré ceci. Là où il faudrait s'inquiéter, c'est que là on met les cadres sur le terrain demain soir. Et s'il y a un blessé dans les cadres, là c'est beaucoup plus important. On a le capitaine Antoine Dupont qui sera sur le terrain, qui va probablement faire 60-70 minutes. On va tous un peu trembler, entre guillemets, parce que là une blessure demain soir, ce serait beaucoup plus préjudiciable pour l'équipe de France. On ne remplace pas Antoine Dupont en cas de blessure comme ça, ni Romain Ntamak, ni tous ces joueurs-là. Romain Ntamak, justement, c'est un de vos meilleurs pronostics et malheureusement il n'est pas bon pour la France. Est-ce que c'est une erreur d'avoir aligné Ntamak contre l'Écosse à Saint-Etienne ? Alexandre Priam. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une erreur. Ce qui est sûr en tout cas, parce que je pense qu'on peut pas vraiment trouver de coupable à cette histoire-là. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un changement de stratégie, de philosophie de la part du staff du 15 de France. Et ce changement de philosophie a amené Fabien Galtier, après la première défaite en Écosse, à faire jouer des cadres qui étaient peut-être pas prévus pour jouer si tôt. Malgré tout, c'est la faute à pas de chance, comme on dit souvent de façon un peu bateau, mais cette présence des cadres si longtemps sur le terrain, mobilisés très rapidement et cette préparation très grosse, 4 matchs de préparation, ce sont des facteurs qui pouvaient conduire à des blessures préjudiciables. En voilà une, et j'aurais mieux fait de me taire, je crois, vendredi dernier dans le Grand Matin. En un mot, et un dernier mot pour vous, mon cher Alexandre, par qui vous remplaceriez, eh bien, au sein du 15 de France, Romain Ntamak? Est-ce supposé que ce soit possible? C'est ça la question, est-ce supposé que ce soit possible?
parce que en fait, quand on regarde un petit peu les choses, il y a 3 candidats. Il y a Mathieu Jalibert, le Girondin, il y a Antoine Astoy, le Rochelais, et puis il y a Thomas Ramos, qui est le titulaire à l'arrière de cette équipe de l'équipe de France et du Stade Toulousain, mais qui peut aussi parfaitement dépanner à l'ouverture. 3 solutions donc pour Fabien Galtier. On vous a d'ailleurs mis un sondage sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Pour l'instant, vous votez pour Antoine Astoy. Ouais. Mais mes chances vont plutôt sur Mathieu Jalibert, qui est la doublure de Romain Ntamak depuis maintenant plusieurs saisons. Exactement, c'est les questions que vous posez suite au forfait de Romain Ntamak sur Sud Radio Rugby sur Twitter. Quel joueur devrait le remplacer d'après vous? Vous répondez Astoy à 40% d'entre vous, Mathieu Jalibert à 36% et Thomas Ramos à 22%. Les autres, par contre, quasiment personne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Daniel Herrero? D'abord, je vous salue bien bas et effectivement, la problématique qui naît de cette blessure de Romain Ntamak, joueur clé, joueur essentiel dans le climat psychologique de l'équipe, joueur essentiel dans la lecture stratégique d'un match, celui qui donne le plus de confiance quant au respect des projets. Et en même temps, vous le savez, Romain Ntamak, il est le buteur, on pourra dire, de réserve, et il est surtout l'animateur le plus dangereux avec Antoine Dupont. Donc c'est une grosse perte. Alors là, maintenant, il faudrait peut-être encore revenir un peu sur l'analyse, le pourquoi des blessures. C'est un sujet qui nous préoccupe d'autant que, enfin qui préoccupe l'Ovalie française, hein, d'autant que il y en a un deuxième joueur clé sérieusement blessé et probablement aussi out pour l'ensemble de la Coupe du Monde, et qui est Cyril Baille. Alors peut-être on en reviendra. Qui peut remplacer Romain Ntamak? Effectivement, il y a 2 joueurs dont c'est le poste. Romain Ntamak est le demi d'ouverture, celui qui... Mais justement, tiens, le temps qu'on essaie de vous retrouver une bonne connexion, mon cher Daniel Herrero, j'aimerais qu'on en parle avec notamment notre vraie voix, Jean-Luc Benamias. Vous le disiez vous-même. Le rugby est un sport violent. Il n'est pas du tout anormal dans la préparation. Je vous rappelle qu'on a rencontré 2 fois l'Écosse. Une fois l'Écosse avec ce qu'on peut appeler l'équipe A', pour pas dire bis, hein, c'était quand même une bonne équipe. L'Écosse, je vous rappelle, est 5e au rang mondial. C'est-à-dire qu'on ne rencontre pas n'importe qui. Et dans les matchs de préparation, ça me paraît, moi, largement obligatoire de mettre à un moment donné la meilleure équipe. On approche de la Coupe du Monde. Voilà, des blessés... Et c'est pas la première fois qu'Ntamak se blesse, hein. Il s'est blessé malheureusement assez souvent parce qu'il y va fort, hein, quand il joue au rugby, et ceux d'en face savent que s'il le plaque pas de manière forte, Ntamak va passer. Et justement, tiens, on va en parler avec Daniel Herrero, parce que je rajouterais. Je pense que Daniel Herrero, que je salue par ailleurs, sera d'accord aussi. On a quand même, et c'est la chance de l'équipe de France, du fond de joueurs d'énorme qualité. Ça fait 3 fois qu'on gagne la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Tout le monde ne le sait pas, mais ceux qui admirent le rugby et qui adorent ça le savent. Bon. On a du fond derrière tout ça. On a dans les clubs. On est avec Jean-Luc Benamias, qui est notre vraie voix du soir, mon cher Daniel Herrero, et qui vous a salué justement à l'instant. Exactement. On salue Jean-Luc, Daniel, oui. Oui, je salue Jean-Luc, oui. Daniel Herrero, justement, est-ce qu'on a perdu... Alors, attendez un petit peu, Jean-Luc. On va voir ça, 2 secondes. Daniel Herrero, on va y arriver. Petite cacophonie, mais ça arrive quand on est tous un petit peu aux 4 coins du globe. Daniel Herrero, est-ce qu'on a perdu un de nos principaux dangers ou pas? C'est difficile parce que c'est mettre une puissance sur la qualité de Romain Ntamak. Et si on dit on perd une clé majeure du destin de l'équipe de France, c'est en même temps déjà un peu affaiblir celui qui va arriver derrière. Mais de sûr, il fait partie de ces quelques joueurs qui ont l'ensemble des attributs, surtout au poste où il joue, pour être extrêmement utile à son collectif. Hein. Tu vois, il joue demi d'ouverture et il a tous les attributs en lecture, par le jeu au pied, par sa qualité de distribution. Il a tous ces attributs-là. Et il a un attribut que peu ont aujourd'hui. Il y en a 2 ou 3 peut-être au monde, tu vois, qui est l'attribut j'allais dire, de l'exploit. Il y a peu de joueurs qui sont capables aujourd'hui, à un plus haut niveau international, non pas de traverser le terrain tout seul, mais d'être créateur de la situation décisive dans le dessin de match. Lui, il a ça. Si lui n'est pas là, il y en a 2 effectivement cités, hein, qui sont des demi d'ouverture, des joueurs de formation à ce poste-là, qui sont Mathieu Jalibert. Mais Mathieu Jalibert, depuis 2 ans, il est à l'ombre de Romain Ntamak.
Il a des attributs personnels qui font que on sait qu'il peut être brillant. On n'est pas certain qu'il ait la lucidité, la gestuelle, la finesse stratégique que peut avoir Romain, et surtout l'équilibre psychologique de Romain Ntamak, qui, bien qu'assez jeune joueur, dans ce secteur-là, tu vois, le secteur de la sérénité, le secteur de la maîtrise, le secteur de la lucidité, il est exceptionnel. Et après, il y en a un autre, qui s'appelle Antoine Astoy. Alors lui, il est moins connu, il arrive, il vient de Pau, il jouait cette année à La Rochelle, il est champion d'Europe quand même avec La Rochelle. Il est brillant, il est lucide, il est un peu dans la dynamique de Ntamak, mais il n'en a pas ni l'expérience, ni je dirais le confort psychologique de son histoire. Et puis surtout, à mes yeux, et là je me différencie un tantinet des collègues qui ont fait l'analyse préalable, c'est que le troisième, c'est Ramos, Thomas Ramos, titulaire du poste d'arrière. Thomas, il n'a pas énormément d'attributs, mais il court vite, il sait crocheter, il a un jeu au pied remarquable, il fait 100% au but, il est d'une lucidité et d'une tranquillité psychologique exceptionnelle. Il a souvent joué demi-ouverture au poste de Romain Ntamak. Quand Romain Ntamak n'était pas là sur Toulouse, il a souvent été brillant. En équipe de France, il a été une ressource plus qu'une réserve. Tu vois, il a joué quelques fois à ce poste en cours de match. Et lui, il a les attributs de la. C'est difficile, tu vois, quand ce serait votre choix. La confiance en lui. Ah oui, c'est incontestablement mon choix. En tout cas, ce serait votre choix. Ça va troubler quand même. C'est justement sur Sud Radio qu'on arrive à débattre. Dernier mot, peut-être un mot pour la fin. Le mot de la fin avec Alexandre Priam. Il faut quand même rappeler ce qui s'est passé en finale du top 14, c'est-à-dire qu'en finale du championnat de France, Toulouse ne serait pas champion de France en ce moment sans Romain Ntamak. À l'inverse, ce serait La Rochelle. Probablement, oui. Probablement, c'est le cas. En tout cas, Romain Ntamak, c'est vrai que j'écoutais beaucoup ce que disait Jean-Luc Benhammer. Effectivement, il n'a pas une saison facile, Romain Ntamak, on va pas se mentir. Il a eu quelques pépins physiques. Maintenant, il faut malheureusement tourner la page. Il faut repréparer. C'est une nouvelle préparation qui commence pour moi. C'est un nouveau jeu à construire autour de l'équipe de France. Et c'est avec Mathieu Gélibert. Eh ben, en tout cas, on va voir justement qui aura le fin mot de l'affaire. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio pour revenir sur cette mauvaise nouvelle, cette catastrophe pour le 15 de France malgré tout. Le forfait cataclysmique, de Romain Ntamak. On va en reparler demain dans le Grand Matin Sud Radio avec Benjamin Anglaise, Philippe Spanghero et Johan Huget, évidemment. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Les vraies voix. On retourne sur le plancher des vaches avec des débats bien de chez nous aussi. Alors là, on sort du sport, pardonnez-moi, et on revient à la politique à la fois franco-française et en même temps européenne. La Pologne qui annonce, en tout cas son Premier ministre qui annonce qu'ils vont lancer un référendum et demander aux Polonais s'ils approuvent la politique migratoire européenne. Est-ce que vous voudriez ou pas la même chose en France? On en parle dans un instant sur Sud Radio avec vous tous au 0826 300 300. 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 19h avec vous tous au 0826 300 300 et nos trois vraies voix du jour, je le rappelle, Corinne Tapiro, Mathieu Hoc et Jean-Luc Benamias. On va parler de l'immigration tout de suite puisque justement c'est un nouveau débat qui est lancé par nos amis polonais du côté de la Pologne. Le Premier ministre qui va demander à ses concitoyens par référendum s'ils approuvent ou non la politique migratoire européenne. Alors ça, c'est une manière un peu générique de le dire. La question plus concrète qu'il va leur demander, c'est est-ce qu'ils sont prêts à ce que la Pologne accueille sa part des demandeurs d'asile ou des migrants en Europe, justement, sur le territoire polonais. Vous pouvez voter sur Twitter ou sur YouTube et nous dire si vous voulez vous aussi un référendum ou pas sur l'immigration. Vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300. On en débat tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le grand débat, je le disais, avec notre invité qu'on accueille avec plaisir. Pierre-Henri, bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président de l'association France Fraternité. Vous êtes aussi ancien directeur général de France Terre d'Asile pendant des années. Vous l'avez été. Évidemment, si je vous pose cette première question d'abord, si je vous pose une première question, ce sera plutôt celle-ci. Êtes-vous surpris d'apprendre que la Pologne s'apprête à lancer un référendum sur l'immigration ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais est-ce vraiment un référendum sur l'immigration ou est-ce un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne? Parce que la question telle qu'elle est posée, d'ailleurs, de façon concomitante avec l'organisation d'élections législatives en Pologne est tout de même assez particulière, puisqu'on demande aux Polonais s'ils sont d'accord pour accueillir
des migrants illégaux venant d'Orient et suite à une politique de la bureaucratie européenne. Donc, manifestement, le pouvoir polonais se sert de la question migratoire pour espérer sans doute une valorisation de ses résultats aux élections législatives. Et puis la Pologne, depuis des années, est en combat avec l'Union européenne sur la question de la solidarité européenne. C'est-à-dire que le sujet, c'est lequel ? C'est en fait l'Union européenne veut répartir la charge des demandeurs d'asile arrivant sur le territoire européen entre tous les États. Voilà, et ça s'appelle la solidarité. C'est pas l'auberge espagnole. Effectivement, vous avez raison d'ailleurs de souligner la formulation de la question formulée par le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki en ces termes précis. Soutenez-vous, je cite, l'admission de milliers d'immigrants illégaux du Moyen-Orient et d'Afrique dans le cadre du mécanisme de relocalisation forcée imposé par la bureaucratie européenne. C'est comme si vous demandez à vos enfants s'ils veulent manger des haricots verts alors qu'ils ont des pâtisseries devant les yeux. Effectivement, vous êtes sûr qu'avec cette manière de poser la question, vous espérez un non. On est d'accord ? Eh ben, évidemment, évidemment. Donc voilà, la Pologne fait un peu comme la Hongrie, entre en sécession au sein de l'Union européenne et rejoint le groupe de Visegrad, c'est-à-dire les anciens pays de l'Est, et qui sont vent debout contre la politique européenne. Mais moi, je rappelle quand même que la Pologne, au passage, c'est un pays d'émigration. Quand la Pologne adhère à l'Union européenne, c'est près de 2 millions de Polonais qui s'en vont de Pologne, principalement d'ailleurs vers la Grande-Bretagne et vers l'Irlande. Et que la Pologne accueille aussi un certain nombre de migrants. Mais ils viennent des pays limitrophes, c'est-à-dire l'Ukraine, alors beaucoup plus depuis le déclenchement de la guerre, la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, et curieusement aussi beaucoup d'Asiatiques. Oui, vous faites bien de le souligner d'ailleurs, parce que c'est faux de dire que la Pologne est fermée à l'immigration. D'ailleurs, la Pologne a accueilli à bras ouverts des millions de réfugiés ukrainiens. Mais pour le coup, et ce que précise le Premier ministre, c'est qu'il ne veut pas voir arriver en fait des Syriens ou des Africains très concrètement. Donc il veut choisir ces immigrés, ce qui est quelque chose, enfin de le poser comme ça, c'est une première de faire un référendum en des termes aussi précis. J'aimerais qu'on demande l'avis à toutes nos vraies voix qui sont avec nous. Au premier chef, d'ailleurs, Benoît, qui est toujours avec nous au 0826 300 300 depuis Limoges. On vous avait pas oublié, Benoît. Vous disiez justement, un référendum, vous en voudriez bien en France, mais alors pas sur ce sujet. Pourquoi pas sur ce sujet, sur l'immigration en tant que telle, déjà ? Eh ben, déjà, je pense que pour organiser un référendum, il faudrait que les gens y soient correctement informés, et je pense que c'est plus le cas en France, puisque c'est beaucoup des journaux d'opinion. On voit la poussée de l'extrême droite, donc forcément, un référendum sur l'immigration aurait une réponse pas forcément dans le bon sens. Moi, je suis pas contre l'immigration. Je pense qu'il faudrait déjà, avant il faudrait peut-être réfléchir à certaines choses. Quand on voit les OQTF, il y en a à peine 5% qui sont... Les obligations de quitter le territoire français. À peine 5% de réalisés. Peut-être que le droit d'asile a été largement dévoué aussi. Donc il y a peut-être d'autres choses à faire. Écoutez, on va en parler avec vous aussi et avec notre invité. On parle d'immigration, mais comme par hasard, c'est surtout l'immigration qui vient d'Afrique. Effectivement, alors si je le dis, c'est parce que c'est effectivement la question, les termes en lesquels la question est posée du côté de la Pologne. Tiens, tour de table autour de nous avec nos trois vraies voix. Jean-Luc Benamias d'abord, tiens, en duplex depuis le sud-est. Vous n'êtes pas surpris non plus par la formulation d'une telle question ? Mais non, mais la formulation n'a aucun sens. L'Union européenne, je le rappelle, d'abord, c'est pas une bureaucratie, c'est pas une décision d'une bureaucratie. L'Union européenne, c'est un Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, plus un Parlement européen, plus une Commission européenne qui est en partie élue par le Parlement européen. Donc ça n'a rien à voir avec une bureaucratie. La décision, on a le droit de pas être d'accord avec une décision, mais c'est dans ces cas-là.
le référendum que devrait faire la Pologne, c'est est-ce que nous quittons ou nous restons dans l'Union européenne? C'est pas open bar, l'Union européenne. C'est très long. C'était une discussion qui durait depuis 2019. Donc à un moment donné, les pays, les délégations des pays, les ministres des différents pays se sont mis d'accord sur cette décision. Ce qui gêne encore plus la Pologne et aussi la Hongrie, c'est que derrière cette décision d'accepter ou de ne pas accepter, c'est qu'effectivement, si vous n'acceptez pas, à chaque refus, vous paierez 20 000 euros. 20 000 euros pour le refus que vous ferez d'une personne issue de l'Orient ou issue de l'Afrique. Voilà, tout ça n'a pas vraiment beaucoup pour moi, ça n'a pas de sens. Des référendums, comme dit notre ami de Limoges, faut que ça résonne de manière précise en France, sur des informations extrêmement précises. Il a donné les exemples, je ne les donne pas. Là, sur la migration, je termine là-dessus, hein, c'est une provocation du dirigeant polonais. Il s'occupe uniquement de son élection législative. Notre ami d'ex-France Terre d'Asile l'a rappelé tout à l'heure, l'élection législative sera bien plus prioritaire pour lui, pour garder la majorité en Pologne. Pierre-Henri, qui est aujourd'hui président de l'association France Fraternité et ancien directeur général de France Terre d'Asile. Je vais vous redonner la parole dans quelques instants. D'abord, la parole à Corinne Tapiron. On est là pour débattre aussi. Vous n'êtes pas d'accord, manifestement, avec Jean-Luc Benamias, Corinne. Non, sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est qu'en fait, on a toujours tendance à estimer les situations dans un pays au regard de notre mode de fonctionnement. Je pense qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas un référendum qui recueillerait un oui. Quelle que soit la question qu'on va poser, ce sera non, parce que c'est non-gouvernement, c'est toujours non à quelque chose, à une question qui n'est pas posée. Donc déjà, le sujet en lui-même, il ne s'oppose pas en France. Le peuple polonais, qui est un peuple parmi les peuples européens, se sent légitime à avoir le choix de l'existence qu'il veut mener. Donc je pense bien sûr que derrière, il y a des échéances électorales, comme dans tous les pays, personne n'est dupe, mais il n'en demeure pas moins qu'il donne en tout cas l'impression à sa population, à son électorat ou à ceux qui ne sont pas ses électeurs, de leur proposer de choisir leur destin. Donc partant de là, c'est un choix politique qu'il assume parfaitement, et je ne vois pas en quoi ça le coupe de l'Europe. C'est à peu près insensé. Alors le fait qu'il précise effectivement ces ethnies qu'il ne veut pas, c'est précisément parce que la Pologne est un peuple profondément européen dans le sens de la culture européenne judéo-chrétienne, et qu'ils ne veulent pas être envahis, entre guillemets, de populations qui auraient des pratiques religieuses différentes, qui pourraient s'imposer à eux. En fait, c'est ça leur lecture. Hein. En tout cas, ils veulent bien des immigrés, mais à condition que ce soit des immigrés ukrainiens et pas des immigrés africains ou alors syriens, par exemple. Ça vous choque ou pas, vous, Mathieu Hoc? Non, pas du tout. Moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je pense que le drame de l'Europe, en fait, c'est justement de refuser à ce que les États membres fassent des référendums, parce que ça donne le sentiment que l'Union européenne se constituerait contre la volonté des peuples européens. Or, ça n'a pas vocation à être le cas. L'Europe est un espace démocratique et doit le rester. Et en l'occurrence, ici, il faut qu'on respecte le choix, même si c'est lié à une tactique politique qu'on aura tous deviné de la part du leader polonais. Mais il faut respecter le choix de la Pologne de vouloir choisir son immigration plutôt que de la subir. Pour ce qui est de ce qui nous concerne en France, en tout cas, sur la question du référendum qui nous est posée, je pense que ça dépend en fait de quel objectif on veut. Un référendum, ça a pas véritablement sa vocation à trancher deux questions. La première, c'est de lever un blocage institutionnel au Parlement, dans cette droite lignée de ce qu'avait terrorisé le général de Gaulle et Michel Debré sur le rationalisme le parlementarisme rationalisé, etc. Donc c'est de trancher un blocage institutionnel. Et après, le deuxième point pour faire un référendum, c'est de faire une grande consultation sur un choix du peuple pour qu'on puisse justement avoir le peuple puisse s'exprimer en faveur d'une idée. Si la question qu'on pose, c'est est-ce que vous voulez réguler les flux migratoires en France, je pense qu'on a déjà la réponse. On n'a pas besoin d'un référendum pour ça. Les différentes enquêtes d'opinion nous montrent, et elles sont assez stables, nous montrent que 75% des Français, au moins, à peu près entre 75 et 80%, font de l'immigration un sujet, et de la régulation de l'immigration un sujet de préoccupation majeure. Sachant que le terme régulation de l'immigration est suffisamment vague d'ailleurs pour que n'importe qui puisse y répondre à la manière qui lui convient. Revenons avec... Il n'y a pas de possibilité de réguler l'immigration. Tout le monde le sait aujourd'hui et l'ensemble des pays le savent. Après, savoir comment on fait pour mieux accueillir et accueillir convenablement et aider les pays en sous-développement ou mal développés à pouvoir en sortir, et pour qu'il n'y ait pas de désespérance telle qu'elle existe en Afrique et largement en Syrie et en Irak.
Voilà la question. Alors, mais la question de vouloir réguler l'immigration, quand les gens sont prêts à mourir en mer... C'est ce qui se passe justement, et y compris c'est ce qui s'est passé d'ailleurs malheureusement il y a quelques heures dans la Manche avec ce naufrage qui a causé la mort de plusieurs demandeurs d'asile afghans qui tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne. Pardon et de m'inscrire en faux malgré tout avec ce que vous avez dit, Jean-Luc Benamou, parce que de facto c'est ce que fait la France, tenter de réguler l'immigration. Sinon il n'y aurait pas de... La réponse de Pierre-Henri justement sur ce sujet. Parce que si on n'essayait pas de la réguler, il n'y aurait pas de QTF, d'obligation de quitter le territoire français, il n'y aurait pas de demande de visa, et ainsi de suite. Oui, mais bien sûr, mais le mot... derrière le mot régulation se cache évidemment une politique publique. Mais il faut savoir de quoi l'on veut parler, échanger. Si on veut poser une question binaire à laquelle on va répondre par oui ou par non, est-ce que vous voulez réguler les flux migratoires, ça n'a pas grand sens. Ça n'a pas grand sens et c'est le but d'un référendum. Effectivement, moi je suis pour la mise en œuvre d'une grande convention citoyenne sur la question migratoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des citoyens tirés au sort pourraient pendant un temps certain, au minimum 6 à 8 mois, sur le mode des conventions pour le climat ou sur la fin de vie, pourraient débattre utilement de cette question, parce qu'effectivement, il faut en débattre. Ça pose un certain nombre de questions de politique d'intégration, de moyens pour la politique d'accueil, de solidarité à l'intérieur de l'Union, et c'est une question complexe à laquelle on ne peut pas répondre par plaisir, pour faire plaisir aux populistes, par oui ou par non. Ça, c'est simple, c'est des propos de comptoir. Ça n'a pas grand intérêt. Par contre, que l'on s'interroge sur les politiques publiques. Par exemple, vous parlez de la Manche et du drame qui est survenu il y a encore 24 heures. Écoutez, il y a quelque chose quand même d'extraordinaire. Vous avez une politique publique qui est là totalement en échec. En 2018, vous aviez un peu moins de 1000 passages du chenal de la Manche vers l'Angleterre. En 2022, vous en avez 45 000. Depuis le début de l'année 2023, vous en avez près de 20 000. Alors que les moyens technologiques, les moyens en effectif n'ont jamais été aussi importants. Donc, il faut sans doute s'interroger sur cette politique migratoire et retenir qu'il n'y a pas qu'une seule cause à cette migration, par exemple, vers l'Angleterre. Il y a bien sûr les mafias sur lesquelles il faut agir, contre lesquelles il faut agir, mais il y a également la politique que nous menons sur le territoire, où vous avez un certain nombre de personnes qui sont déboutées du droit d'asile, par exemple, des Afghans, qu'on ne renvoie pas en Afghanistan. Et qui du coup tentent leur chance ailleurs, c'est ça? Eh bien, qui tentent leur chance ailleurs. Et puis par ailleurs, vous avez la Grande-Bretagne qui paye la France pour faire la police à ses frontières et qui n'a pas de voie de migration légale. Ce qui est important de le souligner, d'ailleurs, je vais redonner la parole à nos autres voix, mais c'est vrai que quand on parle des passages par la Manche, ce sont des demandeurs d'asile ou alors même des migrants, en tout cas qui tentent de quitter la France pour aller en Grande-Bretagne. Ça n'arrive jamais, si j'ose dire, dans le sens inverse. Corinne Tapiro. Non, moi, je voudrais réagir sur les conventions citoyennes. Enfin, écoutez, on a un Parlement composé de gens qui ont été élus démocratiquement. Alors, ceux qui n'ont pas voté, tant pis pour eux, ils avaient qu'à y aller. Donc, c'est à eux de discuter de cette politique. Et en tout cas, pas ces conventions citoyennes faites de gens soi-disant tirés au sort, mais qui sont plutôt triés sur le volet pour produire une réponse conforme aux attentes. C'est un petit peu comme les questions des sondages quand on veut faire quelque chose à quelqu'un. Ben non, mais moi je suis profondément contre. Excusez-moi, je ne vous ai pas du tout interrompu, monsieur. D'autre part, on se rend bien compte aujourd'hui que s'il y a eu cette augmentation de ce qu'on appelle pudiquement des migrants, mais qui sont pour beaucoup des clandestins, qui arrivent sur des bateaux plus ou moins déclarés, voire pas déclarés, affrétés par des mafias, donc forcément, il y a une vraie problématique. Et cette problématique, elle est induite par le laxisme qui règne sur les terres d'accueil.
que ce soit en Angleterre. D'ailleurs, l'Angleterre vient de prendre des positions disant qu'ils vont réviser cette façon d'accueillir aussi toutes ces personnes. Donc, il y a quand même des vraies questions. Il y a quand même des questions qui se posent qu'on ne peut pas ignorer. Et c'est vraiment inquiétant qu'il y ait autant de passeurs. Je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas eu un bateau d'Afghanes parce qu'elles sont vraiment très opprimées dans ce pays et dans le plus grand silence de la communauté internationale. Vous avez raison. Pierre-Henri. Oui, vous avez raison sur évidemment le martyre que vivent les Afghanes et qui ne peuvent pas sortir du pays, qui sont prisonnières chez elles. C'est évidemment que vous avez une migration afghane qui est d'abord une migration de jeunes gens, de jeunes hommes, etc. Moi, ce que je dis simplement, c'est que il ne faut pas mépriser ces conventions citoyennes qui, contrairement à ce que vous dites, ne sont pas des gens qui sont triés sur le volet. Il s'agit d'essayer de débattre de cette question de manière non passionnelle. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire? Alors tiens, justement, mais c'est intéressant ce que vous dites, j'aimerais en même temps recentrer le débat. Puisqu'on parlait d'un référendum au début de ce débat, en tout cas Pierre-Henri. Pourquoi justement ne pourrait-on le faire dans une campagne électorale et pourquoi ce serait forcément une manière passionnelle de l'aborder par un référendum? Sans poser la même question qu'en Pologne, hein, j'entends bien. Oui, mais sauf que vous arriverez au même résultat. Regardez ce qui se passe depuis le début de l'année autour du projet de loi sur l'immigration du gouvernement. C'est-à-dire c'est à qui fera la déclaration la plus provocatrice entre courant les uns et les autres, courant derrière d'ailleurs le Rassemblement national, entre Monsieur Retailleau, Monsieur Ciotti et Madame Le Pen. C'est une course sans fin. Mais après tout, ils ne sont pas majoritaires pour l'instant, en tout cas. Et de toute façon, poser la question n'est pas forcément y répondre. En Marche, c'est pareil, il n'y a pas de Pierre-Henri. Consensus. Pardon ? Au sein de Corinne Tapirow, vous avez remarqué, à juste titre d'ailleurs, qu'il n'y avait pas nécessairement de consensus au sein de la majorité présidentielle, ce qui est vrai aussi. Vous avez des positions un peu différentes d'un côté à l'autre du parti majoritaire. Tiens, peut-être la parole à Mathieu Hoc, le gaulliste de la table. Bon, évidemment, vous aimez bien les référendums en général, mais au-delà du référendum, est-ce qu'on est certain que si on posait une question aux Français aujourd'hui sur l'immigration, ils répondraient forcément non? C'est même pas sûr. Moi, je pense honnêtement que si vous posez la question en ce sens-là, est-ce qu'il faut limiter l'immigration, les gens répondront oui. Hein. Pour moi, c'est assez clair. Limiter au sens accueillir moins de personnes. Accueillir moins de personnes, en volume. Est-ce que c'est faisable maintenant pour avancer un petit peu dans le débat? Et ensuite, effectivement, moi, je veux pas me prononcer sur la discussion en fait politique du sujet. Là où je suis d'accord avec gros chose de ce qui a été dit, mais notamment ce que disait Pierre-Henri. Ce qu'a dit Pierre-Henri, mais là où il a raison, c'est qu'il faut porter le débat au niveau de la politique publique. Et moi, je trouve on peut justement pas laisser croire aux Français et aux Européens d'un point de vue plus global qu'en termes de politique publique, on ne peut pas réguler ce qu'on appelle les flux migratoires. Est-ce qu'on va réguler les flux au sens du Haut Commissariat réfugiés, 100 millions de personnes qui se déplacent, etc. Non, personne ne régulera ça. Par contre, aux frontières européennes et aux frontières françaises, on est capable, il y a des outils, que ce soit européens ou français nationaux qui permettront d'y répondre. Par exemple, sur la question des flux en entrée, on est capable de pouvoir avoir une politique de coopération commune au niveau des consulats, des différents consulats européens pour recueillir les demandes d'asile dans les consulats. Ça permet justement d'éviter le phénomène que vous avez très justement décrit, qu'il y a 95 000 déboutés du droit d'asile qui ne sont pas expulsés, alors qui sont en situation irrégulière. Et le deuxième point, c'est en sortie, il y a un terme qui a été prononcé qui est très juste, c'est le 5%, enfin un chiffre, les 5% d'exécution des OQTF qui ne sont pas exécutés. C'est ce que disait Benoît depuis Limoges au 0826 303. De Limoges. Et moi là-dessus, on a formulé dans notre think tank justement une vingtaine de propositions dédiées aux obligations de quitter le territoire français. Ce sera justement, ma dernière question pour Pierre-Henri, pour conclure ce débat malheureusement. Pierre-Henri, revenons sur ce qui est un abcès de fixation du débat sur l'immigration en France, si j'ose dire, depuis plusieurs mois, même maintenant 2 ans, et la campagne présidentielle. La non-exécution des obligations de quitter le territoire français. Est-ce que la France a les moyens de les faire appliquer, ces OQTF ?
Mais quand on parle des obligations à quitter le territoire, il faut peut-être aussi regarder ce que font nos voisins. Et je pense particulièrement à nos voisins allemands, qui ne sont pas particulièrement laxistes en la matière, simplement qui ont une politique beaucoup plus sélective. Nous, en France, la politique de QTF, ça consiste à lancer un grand filet et puis à ramener des gens dedans, mais avec une grande incertitude juridique. C'est ainsi que nous avons près de 120 000 OQTF en France, et effectivement, le taux d'exécution doit être aux alentours de 15 à 20 000. C'est-à-dire quasiment rien. Chaque année. Oui, et bien en Allemagne, figurez-vous que le nombre d'OQTF est de 50 000, mais que l'exécution de ces OQTF est environ à 50%. Parce que tout simplement, ces OQTF, elles sont un petit peu plus ciblées. Et par exemple, nos amis allemands ont instauré une carte de séjour pour les personnes que l'on ne veut ou que l'on ne peut renvoyer, parce que les consulats, les ambassades des pays d'origine ne veulent pas délivrer de laissez-passer, ou tout simplement parce qu'on n'a pas de relation avec le pays d'origine, par exemple l'Afghanistan. Et donc, ils ont mis en place un titre de séjour temporaire qui s'appelle un titre de séjour de tolérance, mais qui fait que les gens en question, eh bien, sont inscrits dans un système de droit. Et donc, quand on regarde la politique qui est menée autour des OQTF, voilà une politique publique qui mérite d'être révisée, parce qu'en réalité, on fait beaucoup d'annonces autour de ces OQTF qui, dans un certain nombre de cas, de toute façon, ne peuvent pas être exécutées parce que juridiquement, elles sont mal fondées, ou parce que, tout simplement, il y a impossibilité de le faire avec le pays d'origine. Donc, voilà un sujet sur lequel nous devrions, ensemble, et de manière très large, nous pencher de manière à dessiner un consensus. Un dernier mot, en quelques mots, secondes, je comprends ce qui a été dit. Moi, je pense honnêtement que, et ce qu'il faut regarder dans les OQTF, dans la politique publique des OQTF, c'est les verrous qui sont liés aux OQTF. Il y en a plusieurs, des verrous qui sont juridiques, parce qu'il y a une décision de justice quand il y a un recours, des verrous administratifs qui est lié à la procédure administrative dans les préfectures. Et là-dessus, on a travaillé dessus. Et aussi, et là, vous l'avez très justement dit, et c'est ce qui explique la différence entre la France et l'Allemagne, c'est l'action diplomatique. Et là, la France ne mène pas une action diplomatique volontariste vis-à-vis des pays africains, notamment, et maghrébins. Et on en reparlera, quoi qu'il en soit, sur Sud Radio. Peut-être avec vous également, Jean-Luc Benamias. J'aimerais qu'on remercie notre invité, Pierre-Henri, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Président de l'association France Fraternité, ancien directeur général de France Terre d'Asile pendant des années. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous aussi, Benoît, depuis Limoges. Restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants. Avant de recommencer à débattre, avant de prendre des nouvelles des vignerons qui s'inquiètent à l'approche de la grêle, on va essayer de tester votre suivi de l'actualité sur Sud Radio. C'est dans un instant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Avec Corinne Tapiro, avec Mathieu Hoc et Jean-Luc Benamias. Benoît qui est toujours avec nous au 0826 300 300 depuis Limoges. Je le disais, on va jouer. D'abord, je vais vous demander, Benoît, de choisir l'une de nos trois vraies voix avec laquelle vous allez jouer contre les deux autres. Jean-Luc Benamias, Corinne Tapiro ou Mathieu Hoc. Je vais prendre Jean-Luc. Allez, c'est parfait. Bon, je rappelle les règles. Je vais vous poser trois questions. C'est le premier qui répond qui a gagné et qui rapporte le point à son équipe. C'est d'accord ? On sera le premier qui répond. Le plus rapide, premier qui répond juste, surtout. Je vais vous donner trois possibilités à chaque fois pour vous aider un petit peu. Allez, on commence par la première question. Qui, et c'est un événement, a annoncé qu'il prendrait peut-être dans 1 ou 2 ans sa retraite télévisée? Réponse numéro 1, Jean-Pierre Foucault. Réponse numéro 2, Michel Drucker. Réponse numéro 3, Alain Duhamel. D'après vous, qui? Michel Drucker. C'est Drucker. C'est Drucker. Bien vu. Et oui, je vous assure, Michel Drucker a 80 ans, dont 60 sur les plateaux télé, a déclaré qu'il pourrait prendre sa retraite à l'été 2025. Je le cite, j'aimerais aller jusqu'à la fin du 2e mandat de la présidente de France Télévisions. Après, ce sera le bon moment, peut-être, pour arrêter l'animation. C'est pas encore certain. Allez, deuxième question, 1 point pour l'équipe de Corinne. Quel chanteur français, fils d'une légende de la chanson française, est né un 14 août? Réponse numéro 1.
Bien vu, mais vous êtes fan. Petit Hallyday. Elle a mangé du lion. Effectivement, David Hallyday. David Hallyday, nom de scène de David Smet, qui est né le 14 août 1966. Bon anniversaire à lui. On l'entend, c'est Quentin qui est un grand fan qui nous fait passer un de ses meilleurs tubes sur Sud Radio. On termine avec une question, on continue avec une question. Quel célèbre scénariste de bande dessinée est né le 14 août 1926? Non, pas Uderzo. Réponse numéro 1, Hergé. Réponse numéro 2, Riyad Satouf. Réponse numéro 3, Goscinny. Goscinny, moi j'avais dit Goscinny, j'ai resté sur Goscinny. C'est bien ça. C'est bien René Goscinny qui est né le 14 août 1926 à Paris. Hélas, décédé le 5 novembre 1977. Bon, on vous rappellera pas tout ce qu'on doit à Goscinny, mais Dieu sait s'il nous a laissé quand même une grande trace dans la culture populaire française. René Goscinny, il fallait qu'on ait une pensée pour lui avec la musique d'Astérix que vous entendez. Bon, ben merci. Restez avec nous, Benoît. Restez avec nous également, Corinne Tapiro, Jean-Luc Benamias, Mathieu Hoc. On va se retrouver dans quelques minutes. On va aborder notre deuxième débat. Plus musical, ce sera à 18h30. Est-ce qu'on peut aimer un chanteur de droite quand on est de gauche et un chanteur de gauche quand on est de droite? On va parler de Michel Sardou et de Juliette Armanet. Mais avant ça, direction le sud-ouest. On va prendre des nouvelles des producteurs de raisins, vignerons ou pas, qui s'inquiètent de l'approche de la grêle. Juste après les infos de 18h. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Et nous sommes toujours avec nos trois vraies voix. Une qui a très chaud, c'est Corinne Tapiro, qui est conseillère d'arrondissement à Paris, présidente de l'Observatoire des parents et de l'école, et qui a un magnifique petit éventail. Je vous le montre. Comme on met pas la climatisation trop fort dans les studios de Sud Radio, elle s'évente délicatement, telle une Mrs. Butterfly. Je vous le montre. Exactement. Sobriété. Vous le montrez sur le Facebook Live de Sud Radio. Il n'a pas besoin d'éventail, pourtant il est censé être là où il fait le plus chaud, puisqu'il est dans le sud-est. C'est Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme. Il fait quel temps, tiens, chez vous? À peu près 34 degrés à l'ombre. À peu près 34 degrés à l'ombre. On n'entend pas les cigales. Tiens, il manque que ça. Et on aurait la carte postale. Ce serait la totale. Nous sommes également avec Mathieu Hoc, qui est avec nous. Bon, on a chaud, hein, effectivement, dans les studios de Sud Radio, c'est bien normal. On a entendu l'orage en plus. On a entendu l'orage, exactement, parce qu'il arrive aussi sur nos têtes. Mais nous, on nous annonce pas de grêle, il n'y a pas de vigilance orange sur les studios de Sud Radio. Malheureusement, pour ceux qui y habitent, il y a une vigilance orange qui accourt dans au moins 4 départements. Et tout de suite, d'ailleurs, on prend des nouvelles de nos invités, nos producteurs de raisins, notamment, qui s'inquiètent pour leur production. Bonsoir, Claude Gauthier. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, producteur de raisins Chasselas AOP à Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Anthony Castin. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Soyez le bienvenu également. Vous êtes vigneron à Pomport, le domaine de la Grande Neuve, viticulteur. Est-ce que vous vous inquiétez, Anthony Castin, de l'arrivée possible de la grêle ce soir à quelques semaines des vendanges? On est toujours inquiet. Bon, après, je vais vous dire, c'est pas la première fois de l'année qu'on est inquiet. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu déjà plusieurs alertes, orage de grêle qui ont été prononcés depuis le début de l'année, surtout au printemps, avec plusieurs soirs successifs. Bon, celui-là, c'est le premier de l'été. On sait que les orages d'été sont parfois très très violents. Donc oui, forcément, je suis inquiet. On vous entendait réagir à l'instant, Claude Gauthier, le Chasselas, je le disais, à Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Vous, malheureusement, vous avez déjà été frappé cette année. Mais dans la zone de l'appellation du Chasselas de Moissac, oui, on a été frappé en juin. On avait un orange chaque soir, pratiquement, pas un gain de jour. Donc, on a eu la tempête du 20 juin, on sait qu'il a grêlé, il a fait beaucoup de vent. Et de la grêle, il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, il y avait suffisamment assez. Mais avec la force du vent, ça a bien frappé le raisin. Hein. Et ça, vous avez perdu quelle proportion de votre production annuelle? Mais dans la zone d'appellation, il y a peut-être sûrement un gros tiers qui a été touché par la grêle. Un gros tiers, ce qui est quand même considérable. Vous avez déjà eu des dégâts ou pas encore, Anthony Castin? Vous disiez que c'était pas la première fois que vous aviez peur cette année. Oui, alors nous, c'est souvent ultra localisé, c'est-à-dire mais ultra violent. Oui. Donc oui, moi-même, j'ai déjà été frappé sur une toute petite partie de ma propriété. D'autres viticulteurs dans le Bergeracois ont aussi été frappés, mais c'est des orages qui sont vraiment cantonnés à quelques centaines de mètres, sur centaines de mètres de large et de long. Donc c'est souvent très très localisé.
c'est pas une grande partie des... Voilà, les dégâts sont sur une petite partie, mais ils sont massifs par contre. Pour l'instant, voilà, ils sont pas très étendus, mais ils sont très massifs, effectivement, et ils se renouvellent de plus en plus souvent. Alors, quand est-ce que vous espérez commencer les vendanges, Anthony Castin ? Mais écoutez, je pense que ça va commencer fin août, tout début septembre. On n'est pas une année ultra précoce, mais malgré tout, on n'est pas en retard non plus. Et pourtant, on aurait pu le croire, parce qu'avec le printemps qu'on a eu et le début d'été un peu maussade qu'on a eu, on aurait pu croire que on allait prendre du retard. Pas tant que ça. Donc oui, on a encore, on va dire, un mois et demi à tenir, voire plus, puisque je fais un peu de déco, je fais du Montbazillac, donc c'est vendange tardive. Donc encore quelques semaines d'inquiétude. Avec modération, mais qu'est-ce que c'est bon avec un bon foie gras du Périgord. On va pas se mentir quand même. Vous êtes dans un coin béni des dieux pour tout ce qui concerne la gastronomie. C'est pareil, hein, le Tarn-et-Garonne, le raisin de Chasselas, c'est quand même formidable. Claude Gauthier, comment on se protège ? Est-ce qu'on peut se protéger lorsqu'on a des vignes ? Est-ce qu'on peut se protéger de la grêle ? On se protège, c'est quand on fait une plantation de vignes de Chasselas ou de raisins de table, on prépare et on met des piquets, des grands piquets et des filets par grêle, donc on se protège comme ça, avec un coup énorme. Ça coûte très cher, évidemment. C'est efficace ou pas ? Écoutez, c'est efficace, oui, mais avec des gros orages et des tempêtes, il y a des grêlons qui passent quand même. Hein. Effectivement, oui, on peut jamais, de toute façon, le risque zéro n'existe jamais. Ça coûte cher ou pas de se protéger chez vous aussi, Anthony Castin, de la grêle ? Oui, ça coûte très très cher. Alors bon, nous, on n'a pas le système de filet, puisqu'en fait, les filets sont interdits dans les vignes en production de vin AOC. Pour quelle raison, tiens d'ailleurs ? Mais tout simplement pour le respect des paysages. Voilà, donc pour éviter qu'il y ait visuellement des chevrons. Voilà, c'est des règles qu'il y a à respecter. On peut les comprendre pour l'esthétique des paysages. Économiquement, c'est plus difficile, mais voilà. Donc c'est vrai que le tourisme est très important dans le Périgord. Tout à fait. C'est grâce à lui aussi qu'on vend notre vin. Donc voilà. Voilà. Donc il faut savoir faire la part des choses. Bon, modérément inquiet, vous allez faire attention, j'imagine, Anthony Castin. Idem pour vous, Claude Gauthier. On vous souhaite bonne chance et bon courage. Merci beaucoup. À l'un et à l'autre, en tout cas, parce qu'on adore les raisins Chasselas. Un magnifique raisin de table sur Sud Radio. Et puis, quelques jours. Exactement. Quelques jours, c'est ça ? Oui, le 25. Le 25. Eh bien, écoutez, on essaiera de passer. Si jamais on est sur la route, pourquoi pas, on essaiera de vous dire bonjour. Quoi qu'il en soit, merci à vous. Si jamais on est sur la route, on ira croquer du raisin de table. C'est bien ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit le reste, évidemment. Merci à vous. Bonne chance à vous ce soir. Anthony Castin également, vigneron à Pomport, de domaine de la Grande Neuve, où vous faites du Montbazillac, ce vin doux qui accompagne parfois le foie gras, mais avec modération. Restez avec nous sur Sud Radio. On va chanter dans quelques minutes. Est-ce qu'on peut aimer un chanteur de droite quand on est de gauche, un chanteur de gauche quand on est de droite? Mais avant ça, les actualités qui retiennent l'attention de nos vraies voix, c'est dans un instant sur Sud Radio. Avec Corinne Tapiro qui fait ses vocalises pendant la pause. Nous sommes également avec Mathieu Hoc et avec Jean-Luc Benamias en duplex depuis la vallée du Rhône, à un endroit où il fait très chaud, y compris à l'ombre. On est ensemble jusqu'à 19h, toujours en compagnie de Benoît au 0826 300 300 depuis Limoges, notre vraie voix du jour. Il fait toujours beau à Limoges ou pas, Benoît? Il fait très beau, oui. Profitez-en. Très beau et très chaud. Allez, tout de suite, on fait le tour de table de l'actualité, les actualités qui retiennent l'attention de nos vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Avec Jean-Luc Benamias, je le disais, en duplex du Sud-Est. Ce qui retient votre attention ce soir plutôt, c'est Jean-Luc. Mais il y avait beaucoup de sujets, mais comme on est en pleine période où on peut s'intéresser globalement au sport, pour ceux qui sont déjà en vacances notamment, c'est la fin de l'épisode entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Voilà. Partira pas, fera-t-il comme Messi et Neymar, ira-t-il en Arabie Saoudite? Il n'y avait aucune chance. Est-ce que je rêve, Jean-Luc, ou je suis en train d'entendre un Marseillais s'émouvoir de la saga estivale du Paris Saint-Germain? Parce que vous êtes Marseillais. Si vous voulez que je vous parle de la saga de l'Olympique de Marseille régulièrement, c'est bien, ça y est, il y a une équipe reconstruite à l'Olympique de Marseille pour au moins la moitié des joueurs qui sont dans l'équipe. Très bien, on va attendre à l'Olympique de Marseille de voir comment... Et là, c'est Paris qui vous intéresse. Voilà. Moi, l'ensemble du sport m'intéresse. On est en pleine période où on a le temps, je le répète. On va avoir les championnats du monde d'athlétisme. Là, voilà. Cet épisode entre multimillionnaires,
et pour ceux qui président le Qatar et pour ceux qui président le Paris Saint-Germain, on est sur des multimilliardaires. Donc voilà, évidemment, comme tout le monde, j'admire le football joué par Kylian Mbappé, voire même par l'équipe de France en très très grande partie. Voilà, alors cet épisode se termine, voilà. Je n'avais pas envie de choisir un sujet, une énorme polémique politique, parce que j'aurais pu en choisir d'autres. Je donne un exemple. La polémique sur savoir si Ségolène Royal sera la tête de liste de l'Union de la gauche et de la NUPES. Il n'y a aucune chance. Mais c'est pas grave. C'est des polémiques. Je préfère choisir la polémique. Mbappé, elle me paraît quand même plus dans le terme de l'été dans lequel nous vivons. Voilà. Il va rester 1 an, puis après, évidemment qu'il ira au Real de Madrid. C'est écrit dessus. Mais pour l'instant, voilà. C'est fait. Est-ce que ça me réjouit ou pas? Ce qui me réjouit, c'est de voir jouer Mbappé, hein. Moi, c'est tout. Hein. Écoutez, en tout cas, ce sera dit. Corinne Tapiro, c'est vous la Parisienne ici. Non, mais moi, je trouve ça grotesque. D'ailleurs, c'est sur le même niveau que Ségolène Royal. C'est-à-dire, ce sont des gens, notamment Ségolène Royal, on a la politique à tout donner. Mbappé, bon, c'est sûr que c'est un très bon joueur, etc. Oh, attendez, il nous a donné une Coupe du Monde. Ouais, non, mais, enfin, bon, d'accord, mais alors toute cette animation là autour de pas, revient pas. Enfin bon, ça fait enfant gâté, ça fait sale gosse, insupportable. Le Marseillais se passionne pour la saga du PSG quand la Parisienne trouve ça insupportable. Moi, de toute façon, le foot, c'est pas du tout, ça me passionne pas du tout. Mais c'est pas grave, vous avez le droit. Non, mais j'ai le droit. Vous le dites sur un ton comme si vous excusiez en me regardant, mais non, pas du tout. Non, parce que je pourrais m'intéresser avec autant de distance à ce qui se passe à Marseille. J'ai vu qu'ils ont fait quelques remontées. Je trouve que ça bien, mais en dehors de ça, moi, je trouve que nos joueurs de foot dans les équipes de France sont des capricieux qui nous ont trop habitués à leur saut d'humeur, et je trouve ça infernal. En un mot, moi je sais pas si Mbappé restera pas toute sa vie au PSG. Je pense que ce que montre en fait cette saga-là, c'est que tout le monde est content. Mbappé va pouvoir rester au PSG au moins jusqu'à l'Euro 2024 et les Jeux Olympiques de 2024. Et le PSG est content parce qu'il conserve sa star effectivement une saison de plus. Surtout qu'il avait vraiment des besoins au niveau offensif parce que les recrutements sont pas au même niveau les recrutements hormis Dembélé sont pas suffisamment de bon niveau par rapport au standing du PSG. Et puis surtout, en fait, il connaît les conditions pour garder Mbappé et pour pouvoir lui permettre de prolonger. Donc les conditions, c'est les suivantes, c'est qu'il soit au cœur du projet, c'était ce qu'il avait déjà dit en 2019, et qu'il ait une équipe compétitive et si possible avec des joueurs français, l'un allant avec l'autre, puisque de toute façon les joueurs français font partie des meilleurs du monde, Colomboigny, etc. Un mot. J'aimerais être d'accord avec toi, Mathieu, mais tu sais très bien que Mbappé peut pas rester dans un club qui, pour l'instant, n'arrive pas à gagner la Champions League. Donc, en passant au Real, il a quand même beaucoup plus de chance. Voilà. C'est là qu'on voit que le Marseillais devient vite Marseillais. Je ne polémique pas, c'est totalement inutile. C'est vrai, mais c'est le projet NBA, c'est le projet à la NBA. L'actualité est parfois frivole, elle est parfois légère et elle est parfois dramatique. Pardon de casser un petit peu l'ambiance, mais il y a ce sujet que j'aimerais pour ma part relever. J'aimerais qu'on en parle. Revenons sur ce qui s'est passé à Cherbourg, une affaire absolument abominable. Une jeune femme qui a été violée par un homme qui s'est introduit chez elle, l'a frappée à plusieurs reprises avant de la violer avec un manche à balai, la laissant dans un état absolument épouvantable. Il paraît même que le personnel de l'hôpital de Cherbourg en avait les larmes aux yeux. Elle est dans le coma. Elle a été placée en coma artificiel. Elle est entre la vie et la mort. L'homme a été arrêté. On apprend aujourd'hui, notamment par le Figaro, qu'il avait 17 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires, dont notamment une tentative d'agression sexuelle sur sa propre petite sœur, mineure elle-même. Je me tourne vers Jean-Luc Benamia, je suis désolé, ça retombe sur vous, mais vous êtes membre vous-même de la Ligue des droits de l'homme. On parlait notamment de l'opinion publique et parfois des questions graves qui se posent et des réactions de l'opinion publique. Est-ce que vous comprenez, Jean-Luc Benamias, que les gens ne supportent pas d'entendre qu'une personne comme celui-ci, après ce qu'il vient de faire, se soit encore trouvé en liberté? Bien sûr que je le comprends. Et puis ces crimes absolument. Alors celui-là, de l'atrocité, il est pas mal. Hein. Il dépasse de très loin le niveau. Clairement. Je veux pas mettre le débat de côté sur les violences faites, les horreurs qui sont il y en a malheureusement trop souvent. Mais on a un problème aujourd'hui sérieux, certes au niveau des prisons, d'accord, au niveau de la justice sans doute peut-être, mais on a surtout un problème au niveau psychiatrique, au niveau de la façon de traiter les grands malades. Et
cet homme, je ne sais pas qui c'est, hein, mais ça a l'air d'être vraiment un très très grand malade. Or, les hôpitaux psychiatriques sont en très grande difficulté, énorme difficulté. On en a beaucoup fermé. On a trop fermé et je le dis souvent, hein, je me mets à la place des salariés, des médecins, des aides-soignants des hôpitaux psychiatriques. Je pense que c'est un boulot qui est aussi difficile que le boulot de maton, que le boulot de gardien de prison. Et que c'est à ce niveau-là, il faut donner les moyens. Et puis après, faut ouvrir vraiment dans le monde psychiatrique. Ces gens-là doivent être enfermés, tout le monde le sait. Mais leur place n'est pas en prison. Leur place est dans des lieux ad hoc où ils seront enfermés. En tout cas, pas dans la nature, un homme pareil. Parce que manifestement, enfin, il n'y a qu'à voir et à lire, c'est pour ça que j'ai pas envie de vous le donner sur Sud Radio, le détail des atrocités qu'il a fait subir à cette jeune femme. C'est pas la peine d'en rajouter. Mais en revanche, oui, sa place n'était pas dans la nature, Mathieu Hoc. Oui, tout à fait. Et je souscris à une partie de l'analyse qui vient d'être faite. Effectivement, la psychologie est le parent pauvre du médical en France. La psychiatrie. La psychiatrie, pardon, excusez-moi, La psychiatrie parent pauvre. Pourquoi ? Parce que quand j'ai regardé ça m'a affolé. En 1970, il y avait 120 000 lits en psychiatrie. Exact. Aujourd'hui, on en a 50 000. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les 40 dernières années pour qu'on ait moins de lits, alors qu'on a de plus en plus de personnes qui sont vraiment qui sont vraiment dans des situations psychologiques compliquées et vraiment dangereuses pour eux comme pour les autres. De plus en plus de tarés dans la société. Et moi, là où je suis moyennement d'accord avec ce qu'on fait de ces personnes-là par rapport à la prison, en fait, leur place n'est pas non plus à l'hôpital, dans la mesure où on peut pas mélanger des criminels et des patients. Par contre, un point qui me paraît intéressant, c'est tout ce qui est unité spécialisée en psychiatrie dans les prisons, pour pouvoir justement faire un suivi ad hoc, ne pas non plus tout le temps les mélanger avec les prisonniers, parce qu'on sait que ça engage à des difficultés entre les différents co-détenus, mais d'un autre côté qui est vraiment un sujet qui ne soit pas du tout à l'hôpital, parce que l'hôpital c'est pas leur place est quand même aussi en prison. Corinne Tapiro. À l'hôpital psychiatrique, j'ai peut-être pas suffisamment précisé. Oui, l'hôpital psychiatrique, oui, bien sûr. Même à l'hôpital psychiatrique. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Mathieu. En revanche, moi, je sais pas comment cette jeune femme, qui lorsqu'elle, j'espère, va se réveiller, comment elle va pouvoir vivre, même si elle se remet de ses blessures physiques. Est-ce que elle, psychologiquement, elle va pouvoir continuer à vivre, parce que elle se retrouve dans une insécurité totale, avoir été agressée chez soi, ça veut dire que tout lien est rompu, toute confiance est rompue. Maintenant, c'est pas le premier cas qui a X mentions au casier judiciaire, qui est toujours dans la nature, qui n'a pas de suivi. Donc il y a une vraie question qui se pose déjà du côté quand même de la justice. Alors on peut pas dire qu'ils fassent excellemment bien leur travail. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est pas normal. Et en revanche, ces gens-là, on ne peut pas les mettre dans un hôpital psychiatrique ordinaire, parce qu'ils sont un danger pour les autres. Et il a montré qu'il était éminemment dangereux. Donc moi, je suis très inquiète de cette montée de la violence, cette espèce de refus de la frustration, et notamment à l'égard des femmes. Et ça, je trouve ça extrêmement inquiétant. Jean-Luc Benamir. Malheureusement, j'ai suivi parfois, j'ai été, en tant que député européen, en France notamment, j'ai été visiter des hôpitaux psychiatriques avec des lieux ad hoc pour les gens extrêmement violents. Écoutez, la différence avec la prison est absolument négligeable. C'est fermé, 5 tours, 8 tours, et c'est ça que je dis que c'est très comparable au métier de gardien de prison, parce que c'est exactement la même chose pour les aides-soignants et pour les infirmiers. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas, ils sont eux-mêmes en prison. On a abandonné une grande partie de cette gestion, comme l'a rappelé Mathieu tout à l'heure. C'est-à-dire que des lits ont fermé, des lieux ont fermé, et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a médicalisé. Et quand il n'y a pas de suivi, s'il y a un suivi, si les personnes très 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 malades dans leur tête ne sont pas suivies par rapport aux médicaments qu'ils devraient prendre ou qu'ils pourraient prendre, eh bien les pires atrocités arrivent. C'est très difficile. Hein. Moi je peux pas. Non, c'est sûr. Du mal. Mais à chaque fois, je pense que je suis comme vous. J'aimerais vous lire jusqu'au bout un article par rapport à ces affaires. J'aimerais vous lire ce qu'a déclaré une source proche du dossier qui est cité par nos confrères du Figaro sur notamment la réaction du suspect. Je dis le suspect, alors il est clairement coupable, mais en tout cas c'est le terme consacré. La réaction du suspect quand il a été arrêté, je cite: on est sur un profil dangereux. Il n'a manifesté absolument aucune émotion et aucune empathie pour la victime. Il a fait preuve de froideur tout au long de la garde à vue. Quand on voit ce profil et qu'en même temps qu'on lit qu'il y a déjà 17 mentions, la question qu'on se pose, c'est pourquoi
Est-ce que quelqu'un était en mesure de tirer la sonnette d'alarme sur le profil de ce monsieur, ou est-ce que c'est le profil qui a pu changer à un moment ou un autre, quoi, Mathieu? Il faut une politique à la fois qui mêle prévention et répression. Et là-dessus aussi, moi, le point qui me choque profondément dans ce sujet, c'est que la personne avait 17 chefs d'inculpation à 18 ans. Donc ça veut dire il y a une délinquance juvénile et une criminologie juvénile qui est liée aussi au fait qu'il était mineur, qui est vraiment assez insupportable. Et là-dessus, on peut poser un certain nombre de questions sur aussi on va dire la prise en charge, on va dire la répression des mineurs, notamment avec cette fameuse excuse des minorités qui est inscrite dans l'ordonnance 45, sur laquelle on pourrait retravailler. On a beaucoup le rappel à la loi plutôt que la sanction dont il se fiche royalement, l'obligation d'aller dans une association qui fonctionne ou qui fonctionne pas, donc il y va ou il y va pas, personne contrôle rien, donc bon. Mais voilà, est-ce qu'on en est au niveau de la sanction vous parlez de sanctions pour ce genre de profil, est-ce que ça peut avoir le même impact? Moi, je pense que enfermé. Oui, mais jusqu'à quand? De toute façon, il y a des peines incompressibles. Enfin, dernier mot pour vous, Jean-Luc Benamias. Ça s'appelle l'internement. Je pense avoir été suffisamment explicite. On a des cas de figure, que ce soit les gens de moins de 18 ans qui aient commencé très tôt ou pas, là, ça ne change pas grand-chose. À un moment donné, c'est malheureux à dire, il y a des gens inaptes à la vie en communauté avec les autres, qui peuvent dégager toutes sortes de violences, et on arrive à des atrocités. C'est insupportable. Et je me mets non pas à la place de cette dame, parce que j'espère qu'elle va s'en sortir, mais je me mets à la place des gens qui connaissent cette dame, et qui savaient. Enfin, c'est pas possible. Tout ça, et faut gérer ça. On ne ressort pas, en tout cas, indemne de la lecture de ce qu'elle a subi. Voilà, des faits qu'elle a subis et des actes surtout qu'elle a subis de la part de cet homme. On en reparlera évidemment sur Sud Radio. On parle de tout, y compris de ce qui est absolument épouvantable et qui se passe parfois dans notre pays. On parle aussi évidemment de choses un petit peu plus légères. Il fallait qu'on fasse les deux ce soir, et on va essayer de surmonter un petit peu le moral après tout ça. Dans un instant, question beaucoup plus frivole et pourtant ô combien franco-française. Le sectarisme dans la musique. Juliette Armanet qui dit que la musique de Sardou est immonde, elle a le droit, pourquoi pas, qui dit qu'en plus c'est néocolonialiste et sectaire. Et qui est sectaire dans l'histoire, on en parlera. Mais nous, on vous pose une question. Est-ce qu'on peut être de droite et aimer un chanteur de gauche, ou être de gauche et aimer un chanteur de droite? Votez, appelez-nous. Dans un instant, on en parle avec vous tous au 0826 300 300. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Il est précisément 18h31 sur Sud Radio. Les vraies voix avec Corinne Tapiro, Benoît au 0826 300 300 depuis Limoges, Mathieu Hoc avec nous et Jean-Luc Benamias en duplex depuis la vallée du Rhône. Tout de suite, les vraies voix vont chanter. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Non, elles ne sont pas obligées de faire pleuvoir. D'ailleurs, il pleut déjà sur une partie de la France. Vous n'allez pas forcément chanter. D'abord, je vais commencer par un petit tour de table rapide, par oui ou par non. Qui est fan de Sardou et qui ne l'est pas autour de la table? Corinne Tapiro, fan? Moi, je suis pas fan, mais j'aime bien ce qu'il fait. Pas fan, mais vous aimez bien. Mathieu? Même réponse. Pas fan. Pas fan, mais vous aimez bien. Benoît? Pareil, pas fan, mais on a que des pas fans, mais des pas fans tolérants, on va le dire comme ça. Jean-Luc Benamias. Écoute, moi ça me dérange pas. Idem. Idem. On a que des pas fans, mais bon, pourquoi pas. Si vous entendez Juliette Armanet, la chanteuse, à qui on doit ce tube, le dernier jour du disco, vous saurez que le dernier jour du disco, si jamais celui-ci se produit, elle ne se produira pas avec Michel Sardou, elle ne passera pas ce dernier jour à l'écouter du Michel Sardou. Ce sont les propos qui ont déclenché une petite polémique ce week-end. La chanteuse qui déclare à des confrères belges que la musique de Sardou est immonde, pourquoi pas, elle a le droit, et qu'en plus c'est de droite, que rien ne va dans les lacs du Connemara, que c'est sectaire. Bon, qui est sectaire dans l'histoire? Il faudrait le voir, mais ça nous amène à cette question. Est-ce qu'on peut être de droite et aimer un chanteur de gauche, ou être de gauche et aimer un chanteur de droite? Est-ce qu'une chanson est de droite ou pas? Tiens, je vais vous en faire écouter une, vous allez me dire si elle est de gauche, Jean-Luc Benamias, cette chanson. Cette chanson, elle est de Sardou aussi, c'est Vladimir Ilitch. Dans un instant sur Sud Radio, il arrive. Sois Vladimir Ilitch, si tu es le prophète, viens nous parler encore en plein cœur de Moscou et répands la nouvelle à travers la planète. Amis du genre humain, ils sont devenus fous. Jean-Luc Benamias, alors Sardou est de droite, il s'en est jamais caché, mais est-ce que cette chanson est de droite par exemple?
Je peux pas répondre à cette question, ça ne m'intéresse vraiment pas, je m'excuse. Hein. Je n'ai pas j'écoute de la musique, beaucoup de musique, des musiques extrêmement différentes. J'y réfléchissais avant l'émission, évidemment, avant de dire, alors, j'écoute beaucoup de rock, beaucoup de pop, des années 60, 70, 80, et même de maintenant. L'électro. Est-ce que les gens que j'écoute sont de gauche ou de droite? Je m'en fous. Est-ce que les paroles peuvent être de gauche ou de droite? Par exemple, Benoît. Ça peut exister. Mais alors, je finis. Je laisse la parole aux autres. J'ai relu les paroles du Connemara. Et je les ai relues 3 fois. Je vois absolument pas ce qui est de droite ou de gauche dans ces paroles. Oui. Ces paroles parlent du gaélique, parlent de l'Irlande. Du roi d'Angleterre. On n'aime pas la musique, ça c'est autre chose. Moi, cette musique, c'est pas la meilleure chanson de Sardou, en tout cas pour moi, mais on a en rien. Je sais pas ce qu'il a pris à Juliette Armanet. Je me pose la question. C'est quoi de mieux? Benoît, depuis Limoges, ça existe une chanson de gauche et de droite ou pas? Je suppose qu'il y a certains artistes de tout temps qui ont toujours été plus ou moins orientés à droite, à gauche, ou voilà, ou même avant. Hein. Je veux dire, si on prend les Safab de La Fontaine, elles étaient quand même assez, voilà. Donc, de tout temps, ça existait. Après, moi, j'en ai un peu marre de ces aficionados de la bien-pensance qui essaient de nous expliquer comment il faut penser, comment il faut réagir. Moi, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve. Et puis, elle a fait une très belle chanson. Hein. Est-ce qu'elle aura autant de tubes que Michel Sardou? Je suis pas sûr. Bon, après, il y a la critique artistique, pourquoi pas, et en même temps l'aspect politique. On a le droit aussi d'avoir ses goûts. Après, elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Moi, je suis pour la liberté d'expression totale et complète. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Après, on a le droit de pas l'écouter, hein, comme on a le droit de pas écouter. Exactement. Tiens, un exemple. Comme on n'a pas le droit d'écouter Sardou si jamais on l'aime pas. Hein. Moi, il y a des artistes que j'aime pas, je les écoute pas. Et puis honnêtement, leurs opinions, je m'en fous un peu en fait. Hein. Moi, je fais mes opinions par rapport à ce que j'entends et certainement pas avec les musiques. Et avec vos goûts, en tout cas. Il y a une mention qui revient assez souvent, parce que vous êtes nombreux sur le Twitter de Sud Radio à réagir. Vous dites souvent, pour certains d'entre vous qui êtes notamment de droite, et parfois même à la droite de la droite, vous dites, moi j'adore Jean Ferrat. Tiens, on vous a trouvé un exemple d'une des plus célèbres chansons du chanteur communiste. Écoutez. Votre cause déjà sentait la pourriture, et c'est ce fumet-là que vous trouvez plaisant. Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saigon. Avant que cette ville s'appelle ville Ho Chi Minh. Ça, c'était Jean Ferrat, le chanteur communiste, qui prenait la défense du Vietnam, du Viet Minh à l'époque, et qui s'en prenait à Jean d'Ormesson. Oui. Est-ce que quelqu'un de droite peut aimer cette chanson-là, par exemple? Mathieu Hoc. Oui, je pense que oui, puisque la musique a effectivement une couleur politique, les textes ont des couleurs politiques, éventuellement. Mais la question, c'est aussi l'aspect artistique. Et l'aspect artistique, pour le coup, il peut être, il n'est pas forcément politisé. Et donc, moi, je pense que oui, on peut aimer cette chanson si on est droite. On peut aussi faire des chansons politiques malgré tout. Est-ce que ça vous est arrivé, vous qui êtes gaulliste par exemple, de vous dire tel chanteur qui est vraiment insupportablement de gauche dans ses titres, dans ses paroles, je supporte pas sa musique, pourquoi pas? Moi j'ai tendance à pas raisonner comme ça. Effectivement, j'ai tendance à pas raisonner comme ça. Je pense que pour le coup après effectivement il y a un certain style de musique et notamment ce qui se fait actuellement qui ne va pas m'intéresser dans la mesure où effectivement on sent qu'il y a une sorte de combat culturel qui est mené à travers une musique, à travers un style de musique. Je pense que il y a toujours eu d'ailleurs. Oui, il y a toujours eu. Donc là-dessus, oui, ça ne touchera pas, mais je juge la qualité sur pièce et artistiquement, pour moi, l'artistique n'a pas de couleur politique. Tiens, on vous a écouté à l'instant Jean Ferrat qui chantait les louanges du Viet Minh. Autre chanson et autre chanteur. On revient avec Sardou, chanson assez célèbre où il parle des Américains. C'est une chanson qui s'appelle Les Ricains. Les fusils ont changé de main. Est-ce une raison pour oublier qu'un jour on en a eu besoin? Un
un gars venu de Géorgie. Qui se foutait pas mal de toi, est venu mourir en Normandie. Si les Réquins n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. Bon, écoutez, les communistes l'ont pas aimé cette chanson pendant des décennies. Ben, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas beaucoup de choses, mais il y avait assez peu de chanteurs de droite engagés quand même à l'époque de Michel Sardou et à l'époque de cette chanson. En revanche, les chanteurs de gauche qui avaient des chansons à texte, mais des vraies chansons à texte avec un vrai combat. Qui pouvait être politique, qui pouvait même parler d'amour, mais qui avait un vrai contenu. On en a de moins en moins quand même. Hein. C'est pas les rappeurs Medine et compagnie qui peuvent rivaliser. Maintenant, j'ai regardé les textes de Juliette Armanet. Bon, c'est gentillet. Enfin, j'irais même que la praline ce qu'elle écrit. Il y a pas une vraie. C'est pas votre truc. Il y a pas une vraie syntaxe. Si la musique qui accompagne peut parfois faire le job, globalement, c'est pas une artiste renversante qui fera une carrière, par exemple, à la Sardou ou à n'importe lequel des chanteurs qu'elle décrit. Qui ne lui plaisent pas. Maintenant, un chanteur de droite, qu'il ait ses opinions de droite ou de gauche, c'est son problème, et à la limite, ça ne m'intéresse même pas. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il fait comme musique. Si j'aime le tempo, si j'aime les textes, j'écoute. Si j'aime pas, j'écoute pas. Voilà. Que vous soyez d'accord ou pas avec le fond des paroles, éventuellement. Bien sûr. Voilà. Enfin, non, attention. Non, il y a des chansons. Donc la chanson, c'est politique. Non, mais par exemple, quand vous avez des chansons de rap. Vous allez réagir, Jean-Luc. Quand vous avez des chansons de rap qui dénigrent l'image de la femme, qui appellent à des violences, etc., j'écoute pas. Là, franchement, c'est pas de la politique. Est-ce que vous êtes en désaccord avec la position Je suis en désaccord parce que je pense que c'est des chansons qui sont dangereuses, parce qu'elles sont chantées par les jeunes, qui pour certains ne mesurent pas ce qu'ils entendent, la portée réelle des mots. Je dis pas qu'ils sont inaptes, mais ils chantent une chanson, pour eux c'est vachement sympa. Donc on peut influencer, vous pensez quand même qu'on peut influencer politiquement ceux qui écoutent les chansons avec des chansons? Oui, on peut, mais moi en tout cas dans ma génération, on ne l'a pas vécu comme ça. On ne l'a pas vécu comme ça parce qu'il y avait un autre rapport à la musique, c'est-à-dire qu'il y avait moins de consumérisme d'abord, on allait acheter nos disques, on n'avait pas de la musique en permanence sur son téléphone gratuitement ou quasi, donc il n'y avait pas du tout le même rapport, il y avait peut-être une attention, oui, on en écoutait pas mal, mais il y avait une attention qui était portée sur la culture qui était bien différente. Qui était différente. Jean-Luc Benamia, c'est politique ou pas la chanson? Je ne le pense pas. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de changements par rapport à tout ça. On écoutait de la musique sur des disques, puis après il y a eu le Walkman que les jeunes ne connaissent pas. C'est des années 80 quand même. Ça fait quand même 50 ans. Donc c'est pas maintenant. Non. Moi je pense que il est très. Je vais revenir sur Sardou. C'est pas pour moi c'est pas le chanteur que je préfère. Mais même le mettre dans la catégorie à droite, quand on l'entend à des interviews, je me rappelle un interview, je vais vous donner cet exemple, sur France 2, si je me rappelle bien, à l'époque où ça se débattait sur le mariage pour tous. Et question de là ou du journaliste, c'est ce qui s'attendait à avoir une réponse ferme de Michel Sardou disant « je suis contre », il répond « mais moi, je suis pour ». Alors, est-ce que c'était de droite ou de gauche d'être pour le mariage pour tous? C'était plutôt de gauche. Il est bien évident que Michel Sardou ne se déclare pas de gauche. Pour moi, si j'avais à le catégoriser, et ça a déjà été le cas dans pas mal de chanteurs de cette pointure, c'est plutôt un anarchiste de droite. Vous voyez, alors, qu'est-ce que ça veut dire, anarchiste de droite? Il faudrait 2-3 ans d'émission sur France Culture. Ce serait intéressant. Voilà. On va rester sur Sud Radio malgré tout. Oui. Mais en tout cas, oui, vous disiez que c'était difficile de catégoriser les gens de manière binaire. Les chanteurs, sauf certains, d'accord, mais pas tous, quoi. Mais tiens, revenons avec Benoît. Pardon. Jean Ferrat. La chanson que tu as prise, Jean-Marie. Oui. Jean Ferrat. C'est une chanson des années 70. Bien sûr. En pleine guerre du Vietnam. On est d'accord. Mais quand vous écoutez d'autres chansons de Jean Ferrat, il y a plein de chansons, t'as pas l'impression qu'il est de gauche. Hein. Non, ça c'est clair. Et Léo Ferré, c'est pareil. Hein. J'en ai choisi effectivement à dessein. Après, Jean Ferrat, c'est toujours présenté. Jean Ferrat, c'est toujours présenté comme un compagnon de route du Parti communiste. C'est pour ça que c'était intéressant de le réécouter. Ensuite, pardonnez-moi, mais il a une très belle voix. Et oui, vous avez raison. Sa chanson Camarade, par exemple, fustige l'écrasement par les soviétiques du printemps de Prague. Il faut le rappeler aussi. Et c'est pour ça que c'est difficile de coller des étiquettes aux uns et aux autres. D'ailleurs, tiens, même vous-même, Benoît, vous êtes toujours avec nous depuis Limoges. Vous êtes pas spécialement de droite, pas spécialement de gauche. Si je vous parle de la réforme des retraites, j'aurais l'impression que vous êtes de gauche. Si je vous parle, par exemple, je sais pas, pourquoi pas de l'immigration ou alors de la bienfaisance, vous aurez l'air plutôt de droite. Est-ce que ça existe encore, cette division-là? Alors moi je pense que la droite, la gauche, maintenant ils ont plus rien à... Il n'y a plus vraiment de droite, il n'y a plus vraiment de gauche. Hein. Moi je suis plutôt d'obédience à gauche, pour être tout à fait honnête.
Après, je me reconnais pas vraiment dans les partis de gauche actuellement, parce que les socialistes, je pense pas qu'on puisse dire qu'ils soient de gauche, hein, ça fait un petit moment déjà. Maintenant, je pense qu'il y a des bonnes idées à prendre à droite et à gauche, partout, en fait, dans tous les partis. Il suffirait juste qu'on... Et voilà, non, mais en même temps... Alors, on va éviter le en même temps, parce que... Vous n'êtes pas tombé dans le piège tendu par Corinne Tapiro. On va éviter le en même temps, on va éviter qu'il se représente, ce monsieur, d'ailleurs, tant qu'à faire, ça serait bien. Il pourra pas. Mais, ça, c'est réglé, de toute façon. Oui, il pourra dans quelques années, hein. Oui. Donc, il est encore jeune, hélas. C'est ce qu'a fait Vladimir Poutine, c'est vrai. Bon. Oui. Non, mais je pense que oui, comme je disais tout à l'heure, de tout temps, il y a eu des artistes qui ont été plus ou moins engagés. C'est leur droit, hein, la liberté d'expression. Encore, moi, j'y suis attaché. Maintenant, on n'écoute pas. Je regrette en fait que les débats. Je crois que c'est Churchill qui disait la différence entre un homme politique et un homme d'État. Un homme d'État pense aux générations futures, l'homme politique pense à ses réélections. Et je pense que depuis une trentaine d'années, on a un peu trop d'hommes politiques qui pensent à leur réélection avant de penser au bien-être des peuples et de leur pays. En tout cas, sera passé. Le message sera passé. Benoît, voilà. Tiens, je me tourne vers un jeune de droite. On peut dire de droite si vous êtes gaulliste techniquement, Mathieu Hoc, même s'il y a eu des gaullistes de gauche, quelques-uns, en tout cas des gaullistes sociaux. Quand on est un jeune de droite comme vous, on est d'accord qu'on a tous entendu. Sociaux n'est pas de gauche. Hein, oui, effectivement. Mais il y a eu aussi quelques gaullistes de gauche. Ça a pu exister. Mais revenons avec Benoît. Vous avez raison de préciser, Corinne Tapiro. On entend souvent, on a l'habitude d'avoir entendu des chanteurs de gauche. Est-ce que ça existe vraiment, les chanteurs de droite? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Vous en avez moins à disposition? Oui, je pense qu'on en a moins parce que la jeunesse, effectivement, et surtout la génération, je vais parler que pour ma génération, comme ça j'évite des amalgames, mais en tout cas pour ce qui est de ma génération, en tout cas quand on voit les résultats électoraux, on voit que la jeunesse est très fragmentée. Déjà, c'est très difficile de dire il y a une jeunesse. La réalité, c'est qu'il y en a vraiment plusieurs avec des jeunesses différentes qui ont des repères socio-culturels qui sont vraiment différents, que ce soit dans les territoires ruraux, dans les quartiers, dans les cités, ou qu'on soit dans le 16e arrondissement. Donc là-dessus, moi en tant que gaulliste, j'essaie de positionner plutôt en universaliste et plutôt en rassembleur. Donc je ne fais pas trop attention au niveau musical, on va dire au texte, etc., à la nature politique de l'artistique. Moi, ce qui m'a par contre le plus choqué, justement dans cette idée un peu universaliste, c'est que dans la critique qui est formulée à la chanson Les Lacs du Connemara, c'est que Armanet dit que c'est une chanson de beauf. Et là-dessus, on y voit un vrai mépris, mépris social, un vrai mépris de classe, qui, je pense, alimente en fait une partie du courant de la gauche qui s'est complètement coupé des classes populaires, que ce soit d'un point de vue politique et là sur le coup d'un point de vue socio-culturel. Une forme de mépris de classe, disiez-vous. Tiens, juste, vous me faisiez penser, votre propos me faisait penser à une autre chanson de Jean Ferrat, mais qu'on n'a pas extraite. Ça s'appelle Un jeune républicain indépendant. Il se moquait pendant toute la chanson, qui est assez drôle, des jeunes giscardiens, en disant que ça devrait pas exister et que c'était particulièrement bizarre. Je vois le sourire de Jean-Luc Benamias qui peut-être se souvient en tout cas de cette chanson. Corinne Tapiro, vous étiez pas jeune giscardien, je vous le confirme. J'étais avec, pour tout le dire, je soutenais René Dumont, mais à l'époque, mais c'est grâce à Giscard que les jeunes ont eu le droit de vote à 21 ans. C'est vrai. J'étais à 18 ans. À 18 ans, effectivement, la majorité a été abaissée par Giscard de 21 à 18 ans. Mais c'était à 21 ans. C'est ça. J'avais 19 ans. Exactement. Vous étiez passé au bon moment. Vous parliez de René Dumont, vous étiez son soutien, premier candidat écologiste à la présidentielle, celui qui a bu un verre d'eau à la télévision dans son clip de campagne officielle à l'époque. Corinne Tapiro. Ben oui, mais moi j'ai beaucoup de mal avec ces prises de position des artistes là en ce moment, parce que... Pourquoi seulement en ce moment ? Je vous ai fait écouter Jean Ferrat, vous voyez qu'il y en a toujours eu. Ce que je veux dire, on peut avoir dans une chanson une prise de position. Elle disait également qu'il était colonialiste, une chanson colonialiste, esclavagiste. Bon, enfin bref, on peut dire n'importe quoi. Mais il y a une chanson de Sardou, c'est une des plus connues dans tout son répertoire, qui est énorme. Et c'est à celle-là qu'elle a dû penser lorsqu'elle a dit qu'il était néocolonialiste. C'est la chanson dite Le temps béni des colonies. Effectivement, c'était peut-être à ça qu'elle pensait. Dis donc, ça va chercher loin. Bon, enfin bref. Oui, on pourrait dire aussi qu'il est un grand libéral parce qu'il défendait le paquebot France. Enfin, je veux dire, on peut aller de plus en plus loin et ça devient insensé. Non, je trouve que c'est dommageable de jeter le discrédit d'abord sur le public, quel que soit le public. Je veux dire, les gens ont les goûts qu'ils ont. S'ils ont envie d'épargner pendant des mois pour aller voir Sardou ou n'importe qui d'autre, c'est leur choix le plus absolu. Je ne vois pas de quel droit cette bobo de gauche insupportable se permet de traiter
les autres, de beaufs ou alors carrément de pauvres crétins, quoi. Enfin, je trouve ça insensé. Alors, elle n'a pas dit crétin. C'était pas loin, mais enfin, qu'elle revoie ses textes, c'est quand même pas d'un grand niveau intellectuel, quand même. Hein. Bon, bah écoutez, vous aurez passé le message. En tout cas, elle a réussi à cliver Juliette Armanet. On va terminer par quelque chose de plus consensuel. Enfin, peut-être pas, d'ailleurs, on va peut-être créer une nouvelle polémique. Benoît, tiens, votre chanson préférée, vous? En général, il y en a, je sais pas, il y en a trop, Et puis moi, je suis très hétéroclite dans mes choix musicaux. Pas grave. Je peux écouter du rock, du reggae. Une qui vous passe par la tête? Je sais pas. Je vais vous laisser réfléchir pendant que les autres répondent. Corinne Tapiro. Alors moi, incontestablement, Avec le temps de Léo Ferré, ou alors C'est extra. Ou alors C'est extra. Et pourtant, vous voyez, vous êtes un anarchiste. Et pourtant, c'est un anarchiste. Hein. Effectivement. Jean-Luc Benamias. Les chansons de Mathieu Chédid. Pourquoi pas? Écoutez, qui de nous deux, par exemple? Tiens, j'ai réfléchi encore. J'ai pas de choses qui m'inspirent tout de suite. Pas de musique pour Mathieu Hoc, toujours pas pour Benoît? Oh non, mais Léo Ferré me plaît bien aussi, malgré que je joue pas de cet âge-là, mais aime aussi. J'ai vraiment trop d'artistes que j'écoute, en fait. Mais vous êtes éclectique. C'est pas grave, vous excusez pas. De toute façon, merci d'être intervenu sur Sud Radio ce soir, Benoît. C'était un plaisir. Depuis Limoges au 0826 300 300. Les vraies voix vous retrouvent dans quelques instants sur Sud Radio. On va se quitter quand même, en musique, avec pourquoi pas Les Fatales. C'est pas mal aussi, ça. Qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme, pour qu'elle... Les vraies voix sur Sud Radio qui continuent de débattre, même quand vous ne les entendez plus. Tiens, écoutez le sourire satisfait, un brin narquois de Corinne Tapiro, qui est contente de ce qu'elle disait. Nous sommes avec Mathieu Hoc également et Jean-Luc Benamias en duplex sur Sud Radio, en duplex de la vallée du Rhône. Chaque soir, les vraies voix vous proposent, comme c'est l'été, bien de vous donner un conseil de sortie. Et comme on parlait de chansons, on a décidé de parler musique. On va faire du jazz aujourd'hui, ou plutôt mettre le jazz à l'honneur. Tout de suite sur Sud Radio avec notre invité qu'on accueille avec plaisir, Pascal Pally. Bonjour à vous. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci de m'avoir invité. On est ravis, en tout cas, de vous avoir invité. Vous représentez le Festival Parfum de Jazz. Festival Parfum de Jazz qui se passe dans les Baronnies provençales, plusieurs villages de la Drôme provençale. Dans quel village, tiens, par exemple? C'est un festival itinérant. Vous êtes où en ce moment? Alors là, ce soir, on sera à Molan-sur-Ouvèze, qui est un petit village de la Drôme provençale, tout près du Vaucluse, tout près de Vaison-la-Romaine. Dans un endroit magnifique. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce soir? Alors, pour ce soir, je vous propose un très très beau concert, enfin 2 très beaux concerts qui vont se suivre. Tout d'abord, on a le concert de Graziadju, qui est une très belle chanson de jazz, qui sera accompagné d'un magnifique musicien, le pianiste Nico Morelli, c'est un des plus grands pianistes de jazz italien à l'heure actuelle. Et puis ensuite, ce sera un concert plutôt vocal, puisque ce seront 4 divas du jazz qui viendront chanter ensemble. Elles ne se produisent pas souvent ensemble, mais ça leur arrive et elles nous font cet honneur de se produire sur notre scène à Molan-sur-Ouvèze. 4 divas, dites-vous? Oui, Pamina Berhoff, Estelle Perrault, Sarah Lenka et Cécile El Rakia qui viendront. Voilà. Avec un répertoire magnifique, je suppose. Ce sera dans quel type de cadre? Dans une salle de concert en plein air? Non, ce sera en plein air. Ce sera au Théâtre de Verdure de Molan-sur-Ouvèze, qui est très très agréable. Et puis il fait un temps magnifique. Donc, si vous voyez notamment Corinne Tapiro qui était assise à la table du studio de Sud Radio, vous avez décrit le décor. Elle arrive, tenez-vous bien. Elle vient, on l'invite. Mais qu'elle vienne, on l'accueillera avec plaisir. C'est un cadre magnifique, la Drôme provençale. Festival itinérant, je le disais, ça veut dire que pendant combien de temps vous allez sillonner la Drôme provençale? Alors, on a commencé à la sillonner. On a commencé en Tricastin, en fait, à Pierrelatte.
On s'est déplacé un peu plus bas vers Saint-Restitut et puis on arrive à Molan-sur-Ouvèze. Alors on a commencé le 8. En fait, je dis une bêtise, on a commencé le 8 en Ardèche à Saint-Remez. D'accord. On est d'accord que vous choisissez aucun endroit moche. Hein. Il y a presque de la discrimination dans les lieux. Ouais, mais oui, nous sommes des esthètes en fait. Hein. Et pas seulement sur un plan mélodieux en tout cas. Quelle est la suite du programme après ce soir? Alors demain, eh bien, nous aurons encore des grands noms du jazz. Hein. On aura une chanteuse et une pianiste, Leila Olivesi et Elinoa. Et on aura Yann Arbeck qui est vraiment un saxophoniste de renom, qui vient du Danemark avec son trio, accompagné par un trio. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes la capitale itinérante du jazz en ce moment? Ah ben, je crois que c'est assez rare. Des festivals itinérants du jazz comme le nôtre, oui, c'est assez rare. On est vraiment à part, d'autant plus qu'on a une caractéristique à laquelle on tient, c'est que on s'inscrit vraiment dans la lutte contre les stéréotypes de sexe et on essaye de promouvoir en majorité des formations dirigées par des femmes. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de divas, de femmes instrumentistes ou vocalistes ou chefs d'orchestre également. Il y en a toujours eu un petit peu, par exemple. On se souvient d'Ella Fitzgerald, notamment. Je prends l'exemple le plus connu, pardonnez le béotien que je suis, mais il y en a eu des divas quand même. Nina Simone. Mais oui, mais elles ont ces femmes talentueuses, hein, on se sont battues en fait pour jouer la musique qu'elles aimaient. Et aujourd'hui, c'est plus facile. Disons que il y a toujours moins de femmes que d'hommes dans le jazz. Je crois que ça c'est un fait, mais petit à petit les choses avancent et puis c'est vrai que c'est des festivals comme le nôtre qui permettent bouger les aux lignes. femmes de se produire. Ben oui, qui font bouger les lignes même si c'est pas énorme. Vous n'avez pas forcément tort, c'est-à-dire que quand je dis le mot saxophoniste, qui est un mot aussi bien féminin que masculin, on a tous l'image d'un saxophoniste. Bon, on peut se le dire aussi. C'est vrai que vous voudriez en fait ouvrir à tout le monde, la pratique de tel ou tel instrument ou alors telle ou telle spécialité, c'est ça? Bien sûr. Et puis ça date. Si on regarde le film, il y a un film de Judith Chaikin qui sera présenté dans le cadre du festival, dans la partie ciné-jazz de notre festival en partenariat avec le cinéma de Guy Baroni. Eh bien, on peut assister à ce film Girls in the Band qui montre combien les femmes se sont battues pour jouer cette musique qu'elles aimaient et des instrumentistes, des trompettistes, des trombonistes, des saxophonistes, des pianistes de jazz. Mais il y en a eu, énormément, mais on ne les connaissait pas. À vous de jouer, mesdames, si j'ose dire. En tout cas, magnifique festival. Fallait qu'on en parle quand même. Le Sud est tellement beau. Quel coin magnifique que la Drôme provençale. Merci beaucoup, Pascale Paly. Merci à vous. Merci. Et bravo et bonne route surtout au festival Parfum, au pluriel Parfum de jazz ce soir à Molan sur Ouvèze. Et puis ensuite à Bullé-Baroni. Ça va continuer jusqu'au 20. Il y a encore des places pour ceux qui nous écoutent dans le coin? Bien sûr, il y a encore plein de places pour ceux qui nous écoutent. Allez, renseignez-vous sur Internet. Le festival Parfum de jazz. C'est la fin des Vraies Voix. Merci à tous. Merci à Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement à Paris, et Mathieu Hoc du think tank Le Millénaire. Pardonnez-moi, pas le militaire. On vous retrouve dans quelques jours dans les Vraies Voix sur Sud Radio. La suite de votre soirée Sud Radio Voyage en ce moment, c'est l'été. Place à Gérard Klein, direction la Corrèze de Jacques Chirac et d'Alain Mimoun. Les routes de l'été avec Gérard Klein, Antoine Mazer et leur déesse jaune. C'est juste après les infos de 19h.